Bonjour tout le monde, bienvenue aux Agents Libres, saison 2. David, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi, mon beau GF? Ça va très, très bien, David. Je t'appelle tout le temps David, je ne sais pas pourquoi, juste dans le podcast que je fais ça. La vie. Corb, épisode d'aujourd'hui. En fait, on est rendu avec quand même certains partenaires qu'on aime bien appeler. Le show d'aujourd'hui, on en a deux. Un, ta casquette, Sir John, Brasserie Sir John, qui sont avec nous autres depuis le début. Fidèle partenaire depuis pratiquement le jour 1. La meilleure bière dans la région. Les gars les plus sharp, belle place à aller voir. Je pense qu'ils sont pas en zone rouge. Fait que... Ah, ça veut dire que les gens, on peut aller les voir. Donc, on a Norton Baller aussi. Norton Baller qui sont là. Norton Baller qui sont là. Une autre bonne gang de boys. Pour vrai, je pense qu'on a trouvé des bons partenaires. Tu sais, la gang de Sir John, la gang de Norton Baller, c'est du bon monde. Là. Nouvelle saison, on a un nouveau partenaire au niveau télé aussi. C'est quand même intéressant. TVC d'Argenteuil. Qui sont aussi, ceux qui ont Vidéotron sont sur Emma TV, Ma TV. Je ne sais pas trop si c'est Emma ou Ma TV, mais bref, sur Vidéotron. Juste préciser que c'est dans le coin d'Argenteuil, la chute et tout ça. En fait, c'est eux qui nous ont approchés. Ils aimaient le concept de la saison 1. Puis, nous ont offert d'un partenariat pour la saison 2. En gros, ça consiste à prendre nos podcasts et on commence avec la saison 1, les passer à quelques reprises pendant la semaine là, sur la TV communautaire là-bas. Puis, on va voir, là, on est bien excités de ça. Ils vont nous aider. On a du nouveau qui s'en vient avec eux. On a fait des petits tournages, enregistrements. C'était bien cool. Fait que, mais hâte de vous montrer ça. Oui, moi aussi. Puis ceux qui ne sont pas dans Argenteuil peuvent toujours aller sur tvcargenteuil.com. Puis vous pouvez écouter les émissions à partir de là. Donc, la saison 1 est là. La saison 2 aussi, elle va commencer prochainement. Les gens, si vous voulez nous aider, en fait, page YouTube, lesagentlibres.com, là, c'est ce qui est le plus facile. Vous allez sur lesagentlibres.com, ça vous amène direct sur notre page photo, notre page YouTube. Puis allez sur abonnez-vous. Ça nous aide, on aime ça, ça nous encourage, on a envie de vous donner un meilleur show après ça, en sachant que vous êtes plus nombreux. Mais là, je peux-tu te poser une question? Tu peux. Je voulais savoir, moi, qu'est-ce que tu bois? Tu parles T'es pas déjà mal rendu là, toi? T'es déjà rendu là? Ouais. Évidemment, j'étais avec une Sir John. Hein? Ils ont fait un nouveau release il y a il y a 2 semaines. Sir John, Goodbye Blue Sky. Ah ben, on boit la même affaire. C'est surprenant. Ouais. Donc, cheers pour cette bière-là qui est succulente. Une autre IPA, évidemment. Cheers, mon Dieu. Cheers, mon corps. Nouvelle saison. Dernière petite chose avant d'aller à notre invité que j'ai bien hâte de discuter avec. Tous les balados Québec de ce monde, les Spotify, iTunes, Google Podcasts. Vous allez là, vous tapez les agents libres, vous pouvez nous suivre. Tous nos épisodes sont en audio. Donc, dans l'auto, à job, à la maison, un peu partout, on est disponible. Corb, c'est le temps d'aller jaser à notre invité. Bien excité, bien excité. Fait qu'on fait ça. Bien, oui, notre invitée Catherine Reich. Catherine qui a un parcours, un CV là, plus long que la plupart du monde qui écoute ce podcast. Catherine travaille maintenant comme, je vais la laisser nous conter son histoire, là, mais pour les Eagles de Philadelphie de la NFL. Catherine, comment ça va? Bonsoir, ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Oui, c'est ça. Tu me parles-nous de ça, une jeune Québécoise qui travaille maintenant au sein de l'organisation des Eagles de Philadelphie. Par ça du début, je pense, vas-y en détail. Tu as passé par les Alouettes, les Argonauts, la XFL pour te ramasser finalement avec les Eagles présentement. Je te laisse aller. Et avant même de me ramasser avec les Alouettes, j'ai commencé en droit. Donc, j'ai fait mon bac en droit, j'ai passé mon barreau. J'ai travaillé pendant 3 ans pour une firme montréalaise en droit des affaires. Et en fait, quand j'ai commencé, j'avais en tête peut-être de me diriger vers être un agent de joueur. Puis de plus en plus de recherches que j'ai fait sur, dans le fond, les opportunités qu'il y a dans le monde du football professionnel, j'ai vu à quel point
il y a vraiment beaucoup d'ouverture au niveau de travailler pour une équipe. Donc, c'est là où j'ai approché, dans le fond, toutes les équipes de la Ligue canadienne. Puis les Alouettes, j'ai été chanceuse parce que les Alouettes sont ceux qui m'ont répondu en premier. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec eux presque 1 an volontairement. J'étais toujours à la firme d'avocats dans ce temps-là. Donc, je combinais un petit peu les deux pour, dans le fond, voir un petit peu comment ça se passe sur l'organisation, puis ce que je pouvais apporter en termes d'ajout. Puis après cette année-là, c'est là où Jim Pop m'a offert, dans le fond, mon premier contrat à temps plein avec les Alouettes. Donc, j'ai quitté ma pratique pour m'en aller complètement à temps plein avec eux. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et par la suite, j'ai été avec eux quelques années. J'ai resté au sein de l'organisation quand le changement s'est passé au niveau de Kavis Reed en charge de l'organisation. Puis, c'est là où j'ai été promue directrice générale adjointe des opérations. Donc, ça a été mon temps avec les Alouettes. Par la suite, j'ai été avec les Argonauts de Toronto, retrouver Jim parce qu'il était à Toronto à ce moment-là comme directeur général. Puis, dans le fond, j'ai travaillé avec lui surtout au niveau de tout ce qui est recrutement, contrat, gestion du cap salarial, gestion budgétaire, un peu tout c'est vraiment similaire à ce que je faisais déjà à Montréal. Par la suite, pour faire le saut vraiment rapidement avec la XFL, dans le fond, mon but, c'était de me rapprocher des États-Unis pour ultimement aller dans la NFL. Fait qu'avec la XFL, je trouvais que c'était comme j'avais déjà une bonne relation avec Mark Trestman, puis c'était comme une bonne première opportunité, dans le fond, de traverser la frontière. Alors, c'est ce que j'ai fait pour, je vous dirais, environ 6 mois. Et les Eagles m'ont appelé. Il y avait une ouverture pour un poste qui était un peu... C'est un poste qui était un peu comme, je vous dirais, créé dans le sens où il y avait comme un besoin au niveau des opérations. C'était un peu de voir ce que j'avais déjà fait, ce que je pouvais apporter à l'organisation. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un poste vraiment hybride avec eux où je touche à différents départements, puis on pourra en parler davantage. Je suis vraiment choyée à ce niveau-là en termes d'acquérir toutes les connaissances que j'ai la chance d'acquérir. Donc, ça fait un peu le vraiment high-level survol de mon parcours jusqu'à présent. Est-ce que tu voulais absolument être dans le monde du football au départ? Oui. Puis comment est-ce que le rêve, c'était NFL dès le départ ou c'est venu en étant dans la CFL puis voir que c'était possible d'aller dans la NFL? En fait, oui, non, j'ai toujours voulu être dans le football, que ce soit canadien ou américain, dans le sens où je pense que la Ligue canadienne, on a vraiment un beau produit, on a quelque chose de spécial en termes de ligue en soi. Fait que je trouvais que c'était quelque chose qui était... c'est vraiment quelque chose que je voulais travailler. Par contre, j'ai jamais été fermée à la NFL, puis c'est sûr que n'importe qui dans le football, je mentirais si je dirais pas que c'est l'objectif, là. Tu sais, je veux dire, ça demeure le top, là, exact. Oui. Mais c'est drôle que tu me demandes ça parce que souvent, même maintenant en étant en Philadelphie, étant de Montréal, le hockey est tellement une présence assez forte que les gens me disent, mais là, pourquoi tu voulais pas travailler dans le hockey? Puis moi, ça a toujours été football. Je ne me suis jamais limitée au niveau géographique, sachant que je devrais peut-être déménager, ce qui a été le cas, mais il n'y a jamais eu de question par rapport au sport, par exemple. OK, c'est intéressant. Puis, ouais, c'est ça, des jeunes filles. C'est quoi, t'écoutais le football? T'étais une passionnée de football avant ou c'est quand tu t'es mis les 2 pieds dedans que tu t'es découvert une passion? Mais non, j'ai toujours aimé ça comme grandissant. C'était quelque chose qui faisait partie de notre famille. On écoutait beaucoup de Ligue canadienne. Donc, les Alouettes, évidemment, étaient une équipe qu'on suivait. Puis, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler au sein de l'organisation que j'ai vu à quel point il y a différentes opportunités. Tu sais, c'est vraiment une entreprise, puis il y a différents départements, il y a beaucoup de gestion, il y a vraiment beaucoup de behind the scenes, comme on peut dire, qui se passe. Donc ça, c'est vraiment un côté qui est fascinant. Puis à la fin de la journée, quand j'ai transitionné de ma pratique en droit, je voulais vraiment faire quelque chose qui me passionnait. Je sais que ça sonne vraiment cheesy, mais c'est toujours ça. Puis la seule chose, je me questionnais à savoir qu'est-ce que ça pourrait être. Il y a juste football qui revenait dans ma tête. Puis là, je me suis dit, ben let's go, je me lance. Puis tu sais, je veux dire, je peux pas me plaindre. Là. Tu sais, la majorité du temps, ma job, c'est de regarder du film. Je veux dire, je me sens assez choyée. Là.
J'ai ton titre officiel que j'ai pu voir, j'ai pris sur LinkedIn, là, coordonnatrice aux opérations au personnel football. Ça fait quoi, ça? C'est une bonne question. En fait, donc, quand j'ai commencé avec les Eagles l'année dernière, mon supérieur immédiat, c'était Andrew Berry, qui est maintenant le directeur général des Cleveland Browns. Fait que ce qui était vraiment cool, c'est que il était impliqué dans vraiment différents départements, que ce soit recrutement, comme on appelle traditionnellement scouting, aux deux niveaux, donc professionnel et collégial, en préparation du repêchage. Et il est impliqué dans ce qui touche les contrats, puis dans ce qui touche aussi tout ce qui est développement des joueurs. On a un vraiment bon programme avec les Eagles au niveau du développement de nos jeunes joueurs. Fait que j'ai eu la chance de tout de suite être impliquée pas mal dans ces 3 départements-là. Puis c'était comme une des choses, en faisant ma transition dans la NFL, j'avais un peu une réticence à l'idée de devoir me concentrer sur une seule chose. Ouais. La beauté de la CFL, c'est des organisations un petit peu plus petites, donc tu touches à tellement de choses qui t'apprennent énormément. Dans la NFL, souvent, les gens sont un rôle, puis c'est leur rôle, à moins que tu arrives à des postes vraiment de direction, là, comme un directeur général, par exemple. Donc, je suis vraiment choyée parce que j'ai vraiment la chance de toucher à ces 3 départements-là. Fait que on peut aller en détail vraiment de ce que chaque département fait, mais juste pour te donner une idée générale, je travaille vraiment je touche à ces 3 aspects-là de la game, si on veut. Donc j'aime vraiment ça. Donc, tu touches scouting, direction générale, puis tout ça ensemble. Fait que toi, tu vas aller voir des jeunes joueurs de football, même du pro scouting qu'on appelle, les scouter les autres équipes pour voir, on pourrait acquérir ce joueur-là ou il va tomber free agent à la fin de l'année, donc on pourrait peut-être mettre un œil sur lui puis offrir un contrat. Exact. Okay? Quand on sépare les choses, si on veut, collège et pro, comme on appelle, bien, exactement comme tu mentionnes. Fait que ce qui est pro, c'est qu'on divise les équipes de la ligue en différentes personnes, puis tu es responsable de ces équipes-là en termes de faire l'évaluation du roster, surtout quand vient free agency, s'assurer que tu as tous tes rapports à jour puis que tu peux faire les recommandations adéquates en termes de joueurs qu'on aimerait ça acquérir, ou quand les joueurs, comme au quotidien durant la saison, il y a des transactions qui se font avec ces joueurs-là, donc tu es responsable de ton équipe à savoir s'il y a un gars qui se fait couper, si tu aimerais ça qu'on appelle claim, si on veut, donc l'acquérir, le réclamer, voilà. Donc, c'est une recommandation que tu peux faire ou tu peux faire une recommandation pour le garder sur le radar si tu veux plus tard, par exemple, si on a des blessures ou peu importe. Donc, c'est vraiment de comme gérer le personnel des équipes qui sont attitrées. Exact. Okay. Cool. Pour ce qui est du collège, moi, je suis au bureau, donc je me promène pas dans mon area, comme on appelle, dans ma région, si on veut, parce qu'on a des recruteurs régionaux qui s'occupent de ça. Mm-hmm. Par contre, j'ai quelques écoles qui sont attribuées à moi où je fais vraiment l'évaluation sur tape, sur le film seulement. Puis je prépare mes rapports, dans le fond, pour nos meetings du draft. OK. Puis toi tu arrives, ça continue la question, mais toi, tu arrives, tu regardes une game de football, tu as assez de connaissances football pour dire ce joueur-là, scout est là, je le veux avec les Eagles l'an prochain. Tu as assez de. Tu sais, mettons, je veux dire, as-tu joué au football? Ça vient de n'avoir écouté beaucoup, ça, ce talent-là? Ou? Oui, en fait, j'ai joué au flag, mais tu sais, je veux dire, on s'entend, là, c'est dans mes années de secondaire. Mm-hmm. Mais c'est plus pour moi, c'est vraiment être, puis je vais utiliser une expression anglaise pour ça, c'est je me qualifie comme student of the game. Puis dans ce sens-là, c'est que je te dirais à chaque off-season, saison morte. Oui, c'est correct. Vas-y. Expression française. On pratique le franglais couramment ici. Good. Mais chaque saison morte, comme je dis, je choisis toujours 2 positions, puis je m'assois dans les meetings toute la saison morte. Je prends des notes, j'écoute. Fait que c'est sûr que pour moi, tout ce qui est coaching, c'est vraiment une ressource où j'écoute ce qui est coaché de la base, puis à chaque année, je la réécoute la base, puis c'est le fun parce que quand tu transitionnes d'une équipe à une autre, tu entends une différente perspective. C'est toujours les fundamentals demeurent les mêmes, mais c'est une bonne façon pour moi d'apprendre puis de savoir un peu ce qu'on demande à nos joueurs parce que
quand tu vas d'un scheme à un autre, des fois, ce qui est demandé n'est pas nécessairement la même chose. Fait que tu peux regarder le film et dire on dirait que it's a missed assignment, mais en réalité, ça ne l'est pas parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est exactement ça. Fait que pour moi, c'est vraiment d'aller chercher ce knowledge-là, puis de l'accumuler au fil des années, puis d'avoir les critères, comme on dit, critical factors de chaque position pour savoir ce qu'on recherche, puis ce que notre directeur général, dans le fond, puis notre entraîneur-chef cherche en termes de ce qu'on veut à chaque position. Ouais. On est en 2020, mais il y a quand même certains préjugés par rapport aux femmes dans le sport, là, peu importe la position. Comment est-ce qu'une femme comme toi est capable de faire sa place dans un monde quand même assez macho, la NFL? Là? C'est assez, comment tu fais ta place? Comment tu te fais accepter pour avoir un rôle aussi? C'est quand même un gros rôle. Là. Puis là, tu fais du scouting. Tu n'as pas joué au football comme un homme peut avoir joué précédemment. Donc, tu fais comment ta place comme ça? Bien, pour moi, ça a toujours été une chose clé qui est la préparation. Je ne vais jamais dans un meeting ou dans une rencontre ou si j'écris un rapport ou je fais une recommandation et toujours justifié et préparé. Puis ça, c'est quelque chose qui est clé. Puis malheureusement, je n'ai pas la latitude du joueur qui a joué 15 ans dans les professionnels qui était repêché au premier round, qui peut dire quelque chose qui est peut-être effi un petit peu, mais que ça va passer par la raison de qui il est. Moi, je n'ai pas ce luxe-là. Donc, c'est sûr que ma préparation, c'est hyper important. Puis c'est vraiment ça qui me permet de faire valoir mon point, puis faire ma place, puis gagner la confiance, dans le fond, des gens avec qui je travaille. Puis ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, puis même souvent quand je parle à des jeunes, que ce soit des jeunes femmes ou hommes qui essayent de rentrer dans la business puis qui commencent, c'est toujours une recommandation que je donne d'être prêt, d'être préparé, puis d'avoir un point de vue, puis aussi de maintenir ton point de vue. De ne pas sit on the fence, si on veut, d'avoir ton point de vue. Puis si on te demande pourquoi, bien, right or wrong, parce qu'on pourrait parler d'un joueur en ce moment, puis on aurait trois opinions différentes. C'est super subjectif, mais si au moins tu as tes points pour supporter ta position, ben, je pense pas que tu vas jamais avoir l'air dans le champ complètement en termes de ce que tu apportes. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'aide à naviguer dans le fond un petit peu ce domaine-là. Ça semble avoir bien fonctionné jusqu'à présent. Tu as monté les échelons assez rapidement. Moi, j'ai une petite question plus out of the box que formelle sur toi là-dessus. Est-ce que tu fréquentes les joueurs au courant de la saison? Est-ce que tu es alentour de l'équipe toujours? Tu les suis, tu vas aux games, ces sidelines, tout ça? En fait, ben, on pratique, on est toujours en pratique. Puis comme j'ai mentionné un petit peu tantôt, je suis impliquée dans le programme de développement de nos jeunes joueurs. Donc, on a un programme pour tous les joueurs qui sont première année, dans le fond, fait que le draft class de 2020. Donc, c'est sûr que ça, en termes de proximité, je suis impliquée surtout avec les jeunes pour s'assurer qu'on a des sessions spécifiques sur le terrain, qui ont un petit peu de temps additionnel avec nos entraîneurs. Fait qu'en termes de cette proximité-là, quand c'est pratique, tout ça, je ne voyage pas avec l'équipe. Par contre, je vais au match à domicile, mais je ne suis pas sur le sideline, rien de ça. On est on le regarde d'une suite là, au stade. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une interaction au quotidien en termes à la pratique ou whatever, mais c'est pas non plus ma job principale constamment d'être. Je suis pas comme un trainer ou une nutritionniste qui est en contact constant avec eux. Là. Puis, je sais pas si tu me voyais venir, mais c'est qui le joueur qui t'impressionne le plus chez les Eagles ou qui t'a impressionné le plus depuis que tu es arrivé? Ah, c'est une bonne question. Mais c'est quoi? Je veux dire Brandon Graham pour la simple et bonne raison que c'est quand même assez rare pour un gars de son physique en termes de. Il n'est pas très long. En termes de arm length, il n'est pas très long. Il n'est pas nécessairement le prototype parfait. Mais tu veux voir du power, si tu veux voir speed to power, tu regardes Brandon Graham. Tu comprends? Fait que c'est quelqu'un qui ne veut pas nécessairement être fancy et qui ne va pas gagner avec des moves qui vont t'impressionner. Par contre, il génère de la pression constante sur le carrière de l'autre équipe. Puis il est rendu à 32, si je ne me trompe pas. Fait que de pouvoir performer, si vous avez regardé cette saison, comme c'est un de nos vraiment steady performers, si on veut. Donc, ça, pour moi, c'est assez impressionnant, considérant qu'il n'y a pas
le physique. typique NFL measure. Ben oui. Il a fallu qu'il travaille fort pour s'y rendre. Puis... Est-ce que tu rêves à peut-être devenir DG dans les NFL un jour? La première femme, peut-être? Mais pas peut-être, oui. Je dis, ça a été mon rêve, je dirais même mon objectif, si on veut, depuis que j'ai commencé. Je vois pas, pour moi, n'importe qui évolue dans cette business-là, je veux dire, je vois pas pourquoi tu voudrais pas être en charge un jour là, en termes de... C'est ça que tu fais au quotidien, parce qu'il n'y a rien de plus excitant que, à mon avis, que mettre un roster together, de monter un roster. Puis ton roster, mais oui. Ouais, c'est ça, là, c'est sûr. Pas seulement, c'est pas juste choisir les joueurs, c'est comment on va faire marcher les pièces du casse-tête d'un point de vue financier, d'un point de vue leadership, d'un point de vue âge, un jeune, vieux, OK, veteran presence. Il y a tellement d'aspects qui sont fascinants, à mon avis. Fait que c'est sûr que pour moi, oui, c'est définitivement mon objectif. Puis, que ce soit dans la CFL, dans la NFL, peu importe la ligue, c'est sûr que j'aimerais ça dans la NFL. Là, ça serait mon premier but, mais je suis ouverte aux opportunités, puis c'est définitivement mon objectif. Ouais. Est-ce que tu estimes que tu es prête présentement ou à combien de temps est-ce que tu penses que tu as encore besoin d'un an, 2 ans, 3 ans, dans 5 ans? C'est une bonne question. C'est dur de mettre un timeline sur être prêt ou pas prêt parce que pour moi, souvent dans ma vie, il y a des opportunités qui arrivent, puis c'est à ce moment-là, il faut que tu les saisisses, mais en même temps, il faut aussi que tu sois, j'ai aware en tête, mais il faut que tu sois comme conscient de où tu es rendu dans ton développement, puis de comment tu te situes. Puis pour moi, c'est sûr que je dirais qu'en tant que femme, il y a peut-être même une pression additionnelle parce que je ne sais pas si la première, là, je ne sais pas qui va être la première, peu importe, mais la première va nécessairement, probablement, établir un certain standard. Oui, si on veut. J'aime pas ça dire ça, mais à la fin de la journée, si ça ne marche pas trop bien, ben, ça se peut que ça soit plus dur après ça pour les prochaines parce qu'ils vont se dire, ben, on l'a essayé puis ça marchait. Cette difficulté-là est définitivement une pression additionnelle, mais pour moi, c'est football. Ça ne t'arrêtera pas dans ta quête de ton but. Là. Ben non, c'est ça. Tu fais bien. Là, laisse-toi pas, je veux dire, ça semble bien aller. Tu gravis les échelons un à un jusqu'à présent. Puis, quand le temps viendra, moi, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais un bon DG va s'entourer de personnes fortes pour l'aider. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir la bonne aide des bons alliés à côté de lui. Fait que sa tâche devient, sans dire plus facile, plus facile. Non, oui, mais c'est un bon point que tu dis parce que une des choses que je dis tout le temps, puis que des fois, je me fais même regarder sideways un petit peu, c'est que moi, je dis quand je vais bâtir mon équipe, les gens avec qui je vais travailler, je veux que tous ces gens-là soient après ma job. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je veux tous faire ma job. Pour la simple et bonne raison que ça va me rendre meilleur. Tout le monde avec qui je m'entoure, c'est des personnes qui ont de l'ambition, qui drive, qui travaillent fort puis qui veulent s'en aller, qui veulent monter. Puis des fois, il y a une autre attitude qui peut être je veux pas être menacée par personne, fait que je vais m'entourer des personnes que je pense qui viendront faire ma job, si on veut. Puis moi, ma perspective est complètement différente. Là. Au contraire, comme je veux des gens qui sont capables de me challenger, je veux des gens qui sont capables d'être en désaccord avec moi parce que c'est comme ça que tu deviens meilleur. Clairement. Puis, les gens qui vont te challenger, à la limite, eux vont se trouver des postes ailleurs. Puis s'ils prennent ton poste, ben toi, si vous avez gagné puis que les gens autour de toi sont meilleurs, ben toi, tu vas te trouver un poste ailleurs aussi. Là. Mais moi, je ne suis pas inquiète pour mon poste. Ben non, c'est pas ça que je veux dire. Mais... je veux quand même que ce soit leur objectif. Juste te dire, Catherine, si éventuellement tu te cherches de live, moi, je fais des fantasy drafts sur Madden, puis je gagne souvent la finale, fait que ça va super bien mon affaire. Parfait. Catherine, je t'ai juste lancé ça, on n'a pas été là, puis je te ramène un peu dans le passé, mais tu as parlé de Jim Pop et Mark Trestman tantôt. Juste nous parle de ces deux gars-là. Moi, j'ai vraiment, vraiment comme fan aimé Mark Trestman. Pop aussi, là, c'est les belles années des Alouettes. Parle-moi un peu de ces gars-là.
Ben, en fait, je vais commencer avec Jim parce que j'ai une relation vraiment spéciale avec lui dans le sens où il m'a donné ma première chance. Puis, il a pris une chance sur une fille avocate qui n'avait pas nécessairement de background en termes de football professionnel. Puis, la beauté avec Jim, c'est que c'est quelqu'un que il va t'en laisser tant son temps que tu vas en prendre. Fait qu'il est un livre ouvert. Il va te montrer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il connaît. Puis le plus que tu vas en faire, le plus qu'il va t'en donner. Fait que pour moi, ça, je réagis vraiment bien dans un environnement comme ça parce que j'aime en faire plus, j'aime en prendre, j'aime vraiment, tu sais, vraiment, je suis comme une éponge là, quand ça vient avec ces personnes-là. Puis d'avoir la chance de travailler avec lui, c'était vraiment une belle expérience. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai d'ailleurs décidé d'aller à Toronto. Parce que dans le monde, dans tous les milieux de travail, dans le fond, mais dans le monde du sport professionnel, avec qui tu travailles, c'est hyper important parce que non seulement tu passes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en saison avec eux, mais aussi parce que les gens, tu sais, ça va aussi t'aider pour ton développement. Tu sais, les gens qui veulent te faire confiance, qui veulent te montrer des choses, puis qui sont pas, qui ne gardent pas les choses serrées autour de leur veste, si on veut, là, ben ça, c'est vraiment bon. Puis Jim, il est un excellent recruteur, fait que j'ai pu apprendre beaucoup aussi de lui en commençant. Fait que ça a été super. Marc, on s'est manqué à Montréal, fait que quand j'ai commencé, il était parti. Il venait de partir pour la NFL. Fait qu'on s'est manqué d'une année. Par contre, on a travaillé ensemble à Toronto. Sharp, smart, vraiment, vraiment smart, méthodique. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne personne. J'étais contente. Dans le fond, quand il a eu la job dans la XFL, il était comme, OK, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va gérer comme toutes mes opérations. Fait que tu t'en viens quand, dans le fond. Là, fait que, ouais, fait que c'était vraiment cool. Ça a été court. Puis, c'est une autre personne à qui j'ai beaucoup appris en termes de leadership, la façon qu'il gère l'équipe, qui gère le manage the room, si on veut, là, la façon qu'il adresse l'équipe, tout ça, c'était vraiment une belle expérience. Fait que ça a été court, mais je reste en contact avec les deux à ce jour, puis c'est des super, super bonnes personnes aussi en dehors de football. Ouais. Cool. Moi, j'en ai une plus tricky, un peu plus plate, mais tu as été avec les Alouettes au même moment que Kavis Reed, tu disais. Il a été congédié pour des raisons qu'on ne peut dire. Là. Mais c'était bureaucratie au niveau de tout ça, si on a bien compris dans les médias. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de lui, Kavis? Bonne question. Mais je suis très reconnaissante de l'opportunité qu'il m'a donnée. Puis on a eu la chance de travailler ensemble. À la fin de la journée, puis je l'ai dit quand j'ai quitté les Alouettes, la raison pour laquelle j'ai quitté à Toronto, c'était vraiment, un, pour aller travailler avec Jim, d'abord et avant tout. Ouais. Puis deux, c'était juste une différence de vision. Puis dans ce sens-là, je n'essaie pas de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est que pour moi, en étant dans un poste de directrice générale adjointe au directeur général, pour moi, ça, c'est ma vision. Tu dois être main dans la main, puis partager cette vision-là, puis croire, parce qu'en réalité, c'est sa vision, c'est pas la mienne. Le DM, dicte. Oui. Pour moi, il faut que j'y croie à 100%, il faut que j'y donne mon support complet, puis j'étais plus là. Mais encore une fois, c'est pas pour dire rien de négatif, puis je pense qu'il a fait du mieux qu'il pouvait avec les ressources qu'il avait, là, dans le fond, à Montréal, puis je suis pas vraiment au courant des détails qui ont mené à son congédiement, mais je ne souhaite rien d'autre que le meilleur, là. J'ai rien de négatif. Okay. Ça répond pas mal à ma question. Comment tu as vécu tes années avec les Alouettes, parce que ça n'a pas été les meilleures années des Alouettes non plus sur le terrain. Comment tu as vécu ça, toi, comme membre du deuxième étage, là, si je peux dire? Mais c'est une vraiment bonne question parce que, en fait, quand je pense à ça, souvent, j'entends ça dans le monde du football, c'est winning erases everything, winning makes everything, winning. Puis c'est pour ça qu'on fait ce job-là, pour gagner, puis l'adrénaline que ça vient avec ça. Puis, dans le fond, dans mes années à Montréal et à Toronto, on n'a pas gagné. Fait que moi, j'étais in love avec ce job-là, puis j'adorais ce que je faisais, alors que je n'ai même pas goûté à c'est quoi être dans les bonnes années. T'sais. Fait que je me dis, wow, j'aime déjà ça. J'ai
Puis je pense que comme dans ces moments-là, dans ces années difficiles-là, c'est là où tu vois vraiment le caractère de certaines équipes, le caractère de certaines personnes. Puis ça fait en sorte que tu bâtis quelque chose de vraiment solide pour retourner, dans le fond, à des saisons victorieuses. Puis il y a tellement de pieces, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans une organisation qui gagne ou qui perd. Puis ça commence avec le corps arrière, mais il y a beaucoup plus que ça aussi. Fait que je pense que pour moi, je le vois comme un positif, malgré que c'était négatif. Je le vois comme un positif parce que j'ai été dans ces saisons-là, j'ai été dans les périodes où tu arrives le lundi, dans le CFL, c'est pas toujours le lundi, mais même avec les Eagles, tu arrives le lundi, là, quand tu as perdu la veille, c'est pas une journée le fun, mettons. Là. Ouais. Mais j'ai vécu ça pour, dans le fond, me préparer, puis je me dis, hey, quand ça va juste être positif, là, puis qu'on va juste gagner, ça va quand même over the top. Puis, tu parles d'être sur la même longueur d'onde avec ton GM, c'est quand même très important. C'est sûr que tu ne peux pas te mettre à tous les jours à contredire un peu un et l'autre ce que vous faites, mais ça doit arriver que tu as besoin de le challenger avec une décision que toi, tu prendrais autrement. Ça doit arriver qu'une suggestion, peut-être plus qu'une décision, là, mais comment ça se passe? As-tu une assez bonne relation pour dire non, ça, je ne l'aurais pas fait comme ça, moi, ou on y va plus tranquille puis on le laisse agir, on n'a pas grand-chose à dire? Je pense que quand je parle de vision, je parle plus au niveau de genre big picture. En termes, puis je pense que tu fais un point vraiment important. Je pense qu'être un bon sounding board, c'est justement d'avoir des désaccords ou du moins de le faire dans une façon qui suggère une autre avenue. Puis je pense que c'est important. Puis la majorité des directeurs généraux avec qui j'ai travaillé étaient toujours ouverts à ces idées-là. Puis il y avait vraiment une ouverture. Je veux dire, je te parle même au niveau des Eagles, comme si j'ai une idée, comme je peux aller le communiquer à Howie sans problème. Puis ça, c'est quand même assez surprenant parce que je ne suis pas dans une position... Même moi, au début, ça me surprenait parce que je ne suis pas non plus dans une position... Je ne suis pas son bras droit, mais pas du tout. Là, je suis encore dans une position qui était à un niveau plus bas. Puis, ils ont cette politique, ils ont vraiment la politique de porte ouverte où tu peux aller partager tes idées. Puis c'est sûr que, bon, il y a des choses qui sont above my pay grade, puis ça, c'est bien correct. Là. Mais même chose dans la CFL, quand je pense à Jim, toujours ouvert aux idées puis aux suggestions. Puis à la fin de la journée, il va faire la décision, mais au moins, il prend toutes les perspectives en considération pour essayer d'en faire la meilleure décision possible au final. Donc, ça demeure leur décision, puis c'est quelque chose que je respecte en totalité. Mais moi, j'ai aucun problème à non plus faire valoir d'autres potentielles idées là, si j'en ai une. Ben, c'est ça, c'est que tu arrives avec... Moi, je vois ça peut-être comme un problème ou quoi que ce soit, puis là, ma suggestion, rendu là, il en fait ce qu'il veut, mais comme tu dis, tu arrives préparé. Exact. Tu ne laisses rien au hasard, fait que peu importe ce qui te répond, tu vas tenir ton point, puis tu vas savoir si tu t'en vas. Cool. Exact. C'est le fun de savoir qu'il y a quand même l'ouverture de même de la part d'un monde de sport que souvent on va qualifier. Il y a beaucoup de dinosaures, là, surtout nous, on est fans de hockey, puis on entend ça souvent, mais le fait de savoir qu'aux Eagles de Philadelphie, partout où tu as passé, la porte est ouverte, puis tu vas donner ton opinion, c'est quand même très le fun à savoir. Oui, absolument. Je sais que tantôt, j'ai posé la question, c'est peut-être David en fait, là, mais sur le sport, le football, c'est le sport que tu préfères. Demain matin, je dis ça parce qu'on est à Montréal, mais le Canadien t'appelle, le Canadien de Montréal, puis il dit on aimerait ça t'avoir comme assistante DG. On veut te former, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu penserais, ou ça peut être au basket ou un autre sport, je dis le Canadien parce qu'on est à Montréal, mais de devenir peut-être DG ou d'avoir ce rôle-là dans un autre sport où tu es vraiment focus football à 100%, puis no matter what, c'est ça le but. Focus football à 100%, okay. No matter what, c'est ça le but. Ouais. Mais tu te peaufines là-dedans, tu vas chercher toute ton expertise dans ce domaine-là aussi. Oui, donc puis j'apprécie beaucoup les autres sports. Puis ben, en fait, pour répondre à ta question, je dirais je veux jamais me fermer à aucune opportunité. Je vais toujours considérer les situations qui se présentent puis voir un peu le pour et le contre, mais te répondre comme vraiment là ce soir, là, non, c'est le football parce que vraiment, c'est l'élément où je me sens vraiment là, comme un poisson dans l'eau. Si on veut, c'est ton sport, c'est ton sport. Et sur ton X. Ouais. Cool. Ouais. J'ai envie de t'en aller vers... Parce que je vais faire attention à comment je le dis, là, mais c'est quand la NFC East, votre division cette année, c'est quand même une risée dans le monde du football, dans le sens que l'équipe, si vous autres, vous êtes en tête, une fiche perdante, toutes les équipes ont l'air d'avoir... personne ne veut finir premier, on dirait. Là. Comment vous vivez ça de l'interne?
c'est sûr que vous voulez gagner, vous voulez venir premier, mais est-ce que le fait d'avoir une fiche perdante puis d'être la risée un peu de la NFL comme division, là, pas vous, là, mais comment vous vivez ça de l'intérieur? Tu l'as mentionné, comme c'est certain qu'on veut gagner puis on veut être les premiers, peu importe le record, si on veut. Là. C'est sûr que c'est pas facile. Je te dirais c'est un début de saison qui est pas facile. Puis on a eu. Puis encore une fois, je n'essaie même pas de faire des excuses parce qu'il y a des blessures à chaque année, puis ça fait partie de la game. Là. Bon, nous, on en a eu plus qu'un autre, surtout sur la ligne offensive. Mais quand tu y penses, par exemple, il y a eu beaucoup de positifs qui est sorti de ça. On a beaucoup de nos jeunes joueurs qui ont step in, puis qui ont des positions de starter. Puis ça démontre non seulement que le futur est bright, mais aussi ça aussi confirme le travail qui a été fait au niveau de notre ligne offensive en termes de recrutement puis en termes de repêchage, parce qu'il y a des équipes qui sont qui ont pas qui ont peut-être un petit peu plus de difficulté à mettre une solide ligne offensive partante. Puis nous, on a été capable de continuer à jouer puis à gagner certains matchs avec une ligne une ligne complètement backup. Jason Kelce était le seul partant pour certains matchs pour nous sur la ligne. C'est sûr que comme il y a du positif, il y a du négatif en termes de les jeunes joueurs step up. Je veux dire, regarde Travis Fulgham, c'est comme il lead la ligue en ce moment avec certaines métriques. Puis je veux dire. On l'a signé quand il était sur la rue, quand il s'est fait couper. Fait que, je veux dire, je pense que pour répondre à ta question, c'est sûr que c'est pas facile, puis on veut continuer de turn things around. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on prépare à chaque semaine. Puis Coach Peterson constamment parle d'une semaine à la fois. Go one and one every week. Puis c'est ça notre mindset. Puis on continue à travailler pour gagner toutes les games à chaque semaine. Là. Mais comme j'essaie de voir un peu le positif qu'il y a eu dans tout ça malgré la fiche, puis il y en a du positif. Là. C'est juste... C'est plus une affaire de journalistes peut-être, puis de fans de football au niveau des questions. C'est ça. Je pense que c'est plus... vous autres, à l'interne, ça ne vous touche pas. Vous avancez de votre façon, puis... Ben, c'est pas que ça ne nous touche pas, ça nous touche, là, dans le sens où il y a personne qui veut être perdant. Là. Ça nous touche définitivement, mais on approche chaque game comme avec la même importance et avec la même intention qui est de gagner. Là. Ça, il n'y a aucune question. Pour la gagner, exact. Puis, vous trouvez être premier malgré tout. Est-ce que tu vois les Eagles faire une bonne run dans une série cette année? Assurément. Moi, je me vois jouer en février. Là. Quelle autre réponse tu m'aurais répondu? Hein? Quelle mauvaise question. Mais qu'est-ce qui manquerait aux Eagles? Si on parle avec une assistante aux opérations, j'écoute ton titre, c'est coordonnatrice aux opérations personnelles football, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui manquerait, là, tu dirais, un ajout qui pourrait faire beaucoup de bien aux Eagles présentement? Je vais utiliser une expression qu'on utilise aux États-Unis. I'll plead the fifth, and I'm not going to answer this. So, je vais laisser cette question-là de côté. Ben oui, c'est bien, tu fais bien. Hein? On ne dévoile pas les stratégies. Non, il y a des gens beaucoup plus haut placés que moi qui auraient ces réponses-là. Donc, Mais il y a tellement de joueurs dans une équipe de football que c'est sûrement pas juste un joueur qui ferait la différence. Il faudrait qu'il y ait... Ça peut être quelqu'un déjà dans votre équipe, quelqu'un qui comme tu dis, un jeune qui devient pas superstar, là, mais qui step up. Puis différents joueurs, je pense, qui peuvent faire ça. Moi, j'ai une petite dernière pour toi, Catherine. Là. Je veux te la poser. C'est toi, à ton poste, y a-tu un long shot que tu as collé, une recommandation que tu as faite que tu es plus fier que les autres ou qui ressort du lot, que tu es content, tu vois ce gars-là performer aujourd'hui et tu es fier d'avoir poussé pour? Ah, c'est une bonne question. Comme, ça, c'est une autre affaire où comme, je suis vraiment comme pas bonne là-dedans, là, comparativement aux autres. Il y a beaucoup dans l'industrie du foot, il y a beaucoup de comme « Ah, c'est moi qui ai parlé de lui, j'ai mis un rapport sur lui. » Puis tu sais, comme moi, je le vois vraiment comme on a travaillé en équipe, on a travaillé ensemble. Tu sais, je veux dire, fait que, je peux te dire, oui, j'ai mis un rapport sur Travis Fulgham dans le système avant qu'on le signe, mais tu sais, c'est pas, il n'y a pas juste moi qui en a mis un, il y en a d'autres qui en ont mis aussi. Puis tu sais, je pense que c'est un effort commun. Fait que de dire qu'un joueur, que c'est moi qui ai poussé, comme on dirait, je ne ferais même pas répondre en toute honnêteté parce que je fais ma recommandation, mais tout le monde fait aussi leur recommandation dans ce sens-là. Mais il y a une chose que je peux te dire, par exemple, je pense à ça.
quand le processus d'évaluation collégiale est vraiment cool parce que surtout, moi, les écoles que j'ai, c'est des plus petites écoles. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros challenge d'évaluer ces gars-là parce que non seulement ils ne jouent pas contre un niveau de compétition qui est super élevé, fait que là, il faut que tu projettes comment tu penses qu'ils joueraient s'ils étaient sur des équipes comme Ohio State, LSU, Clemson, parce qu'ils sont dans des beaucoup plus petites écoles. Fait que tu vas vraiment genre dans une évaluation, dans une projection, puis comme ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool, comme des joueurs que j'ai recommandés, mettons surtout les undrafted free agents, donc ceux qui n'ont pas été repêchés, que j'ai recommandé pour potentiellement se ajouter sur notre équipe de pratique, qui n'ont pas nécessairement été ajoutés à la nôtre, mais qui ont été ajoutés à d'autres équipes et qui sont encore là aujourd'hui. Je suis comme, OK, tu sais, ça, je trouve ça cool de pouvoir voir que le travail que tu as fait, le travail que tu as mis, surtout pour identifier ces gars-là qui ne sont pas obvious, mais pas du tout, parce qu'encore une fois, tu sais, c'est plus difficile à identifier. Pour moi, ça, c'est le cœur pas de visibilité. c'est le cœur du recrutement. Là, entre nous trois, on peut aujourd'hui se dire qui vont être les 32 premiers picks de... c'est une année un peu différente, fait que je sais pas, avec le COVID, c'est différent, mais je veux dire, mettons, l'an passé, on aurait pu avoir cette conversation-là puis nommer probablement les 32 premiers joueurs qui seraient repêchés parce que ça, c'est quand même assez obvious. Là, okay? Mais quand ça vient à comme 6, pense à 5th, 6th, 7th round undrafted, quand tu hits une bonne valeur sur ces joueurs-là, là, c'est un maudit bon retour sur ton investissement. Certainement. Ouais, fait que ça, je trouve que ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment dans ma job et que je trouve vraiment cool en termes de reward ou recommandations. Là, je trouve ça cool. Il y a un choix que l'année prochaine qui devrait être assez facile s'il opte pour aller dans le repêchage. Là. Je pense qu'il n'y a pas commit encore, là, mais je ne peux pas te parler de Trevor Lawrence. C'est comme, il s'en va dans le draft, c'est sûr qu'il sort premier, c'est obvious. Là. Est-ce que vous le regardez? C'est pas toi qui dois le regarder, parce que je pense que tu me dis que tu as des plus petites écoles. Là. Mais est-ce que tu es quand même dans les meetings quand vous parlez de ces joueurs? Est-ce que vous avez commencé à parler de ces joueurs-là? Ou un joueur qui est déjà, on sait déjà qu'il va sortir premier, est-ce que vous prenez la peine de le scouter ou c'est des entrevues? Vous n'avez pas commencé ça, j'imagine, de toute façon, là, parce que vous n'avez pas le droit, sûrement? Non, mais en fait, notre processus de recrutement, quand ça vient au draft, est absolument commencé, puis il commence deux ans avant, si on veut. C'est un constant. Je veux dire, les gens qui sont nos recruteurs sur la route, je veux dire, il y a le draft, ils se prennent probablement une journée off, puis ça recommence, là, dans le sens où c'est constant. Tant qu'à aller voir LSU pour un joueur qui va être repêché cette année, puis tu sais qu'il y en a un qui va sortir l'an prochain, tu scoutes les deux au même moment. Exactement. Puis tu as les juniors aussi qui peuvent déclarer. Fait que tu sais, tu as vraiment plusieurs joueurs à regarder. Puis pour ton point, JF, c'est on fait le due diligence sur absolument tout le monde. Peu importe où on pense, nous, c'est quelque chose qu'on laisse, comme je pourrais dire en une autre expression anglaise, no stone unturned. Mais ça, c'est notre vision. Fait que oui, je suis dans ces meetings-là parce qu'on a vraiment un aspect, on est vraiment collaboratif en termes de ça, puis tout le monde partage leurs opinions, puis on échange nos rapports, puis ce qu'on voit sur les différents joueurs, des plus hauts prospects, si on veut, aux plus bas prospects. Donc, non, je te dirais qu'il n'y a personne qui passe sous le radar par le fait de où ils vont se faire repêcher, là, non. Cool. Est-ce que tu fais partie de ça? Parce qu'au hockey, je sais pas si au football ils font ça, mais sûrement. Là, une entrevue one-on-one avec le joueur, il parlait qu'est-ce que tu ferais dans telle situation et tout. Est-ce que tu as fait partie de ça, ces entrevues-là? Je te dirais que dans la CFL, oui, absolument. Là, j'étais dans toutes les entrevues. C'est souvent au Combine qu'on les fait. Sinon, ici, on en fait aussi dans les différents All-Star Games. Fait qu'il y a différents games qu'on va au mois de janvier, puis au Senior Bowl. Fait qu'on fait beaucoup de one-on-one entrevues. Oui, j'étais partie à ces entrevues-là l'an passé. Au Combine, on en fait aussi, mais c'est plus limité en termes de gens qui font ces entrevues-là. Là. C'est pas mal plus les hauts placés qui font ces entrevues-là. Puis les gens les
les recruteurs qui sont dans la région de où vient le joueur, de où son école est, si on veut. Donc, c'est un peu plus limité, mais oui, totalement. C'est des choses qu'on fait à différentes étapes du processus. Puis des fois, on peut même discuter avec la personne. On va discuter avec la personne plusieurs fois, même si c'est permis de même discuter avec lui à certaines périodes. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent où tu peux parler avec eux entre les différentes périodes qui mènent au draft. Là, c'est toutes les équipes qui ont le droit de faire ça. Mais, dans ce temps-là, on profite de ces occasions-là pour juste ramasser le plus d'informations possible puis avoir vraiment un full picture du candidat. OK. Moi, j'ai plein de questions pour toi, là, mais je vais me calmer un peu. Là. Catherine, gros merci pour vrai, c'est super intéressant. Comme j'ai dit, j'aurais encore plein de questions. Là. Je suis quand même, je suis la NFL depuis toujours, la CFL aussi, donc on pourrait jaser encore de ça longtemps. Bonne chance pour la suite des choses, puis on va suivre les Eagles et ta carrière, en fait. Là. Toujours intéressant. Merci beaucoup, Catherine, pour ton temps. Puis on a appris à découvrir une autre facette de la game. C'est super intéressant. Bonne chance dans ton succès. Je veux te voir comme prochaine GM dans la NFL. Ce serait assez malade. Cool. Merci beaucoup, honnêtement. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye-bye, Catherine. Bye. Grosse entrevue avec Catherine Reich, bien généreuse de son temps, super intéressant comme poste. Oui, c'est très cool. Un bel avenir, là, pour vrai, c'était vraiment intéressant. Tu sais, quand on a lancé ce podcast-là, je pense aussi, Corb, c'était exactement le genre d'entrevue qu'on voulait avec du monde. Des personnalités moins connues un peu, puis qui ont des postes à faire rêver, là, en fait. Exactement. Pour continuer dans la même veine, notre saison 2, on a une nouvelle collaboratrice à vous présenter. Ça va être, il y en a qui vont la reconnaître pour la plupart. C'est la fille qui se couche à côté de moi tous les soirs. On va y aller avec une chronique un petit peu plus potin, ce qui se passe dans le sport. C'est ma blonde qui va s'occuper de ça. Audrey, fais-la rentrer, mon Dieu. C'est qui a eu l'idée de cette petite chronique-là? C'est toi ou c'est elle? C'est elle. Ah ouais. Allô? Raconte-nous donc ça. Ouais, comment tu as eu ça, cette idée-là, chérie? Mais... Ben, ça a parti d'une soirée fidèle à nous-mêmes, je crois, arrosée. Puis là, je me suis dit, ben c'est donc un bon ce show-là, mais il manque quelque chose. Il manque de la finesse, quelque chose de différent. Fait que de féminin. De féminin, exactement. Puis, ben, je me disais que c'est peut-être juste ça qui vous manque, quelque chose de plus raffiné. C'est là qu'est venue l'idée que je me joigne aux agents libres. Ben, bienvenue, Audrey. Ouais, on est vraiment contents. Merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur de partager ce moment-là avec vous parce que je sais que c'est précieux puis c'est une relation que vous avez. Fait que c'est comme si ici, c'est moi la maîtresse. C'est différent. J'adore ça. Voilà. Parle-nous de ta chronique. Parle-nous de ta chronique. Je veux juste savoir si, premièrement, vu que je la connais assez bien, tu vois-tu quelque chose avec nous autres? Ben oui, absolument. Donc, comme j'ai la chance d'être celle qui dort avec toi, j'ai aussi la chance d'être celle qui partage sa bière. Donc, je vais boire moi aussi de la Sir John ce soir. La Billy, très bonne la Billy. Pour vous accompagner, tout à fait. Donc, je l'ouvre à l'instant. Ah, OK. Ouais, ça, j'allais te demander si c'était pour l'ouvrir. Ben, je suis fidèle à mes habitudes. Donc, voici. Et la première gorgée, ce sera santé, les garçons. Santé, Cheers. Audrey, à ta première. Mm-hmm. Donc, cette chronique, cette idée-là, c'est de quoi tu vas nous parler? Parce que tu vas revenir à peu près aux 2 semaines, mettons, quand tu vas le filer, là. Mais ça va être quoi ta chronique? Tu vas nous parler de quoi? Ben, en fait, ce que je vais vous parler, c'est très peu de statistiques, c'est très peu intelligent, ça se veut très peu sportif à la limite. C'est surtout le côté plus showbiz peut-être du sport. Fait que moi, c'est vraiment la portion qui m'intéresse. Mm-hmm. Donc, quand on regarde le sport à la télé, c'est franchement un peu les parties en tant que telles qui m'intéressent. C'est beaucoup plus ce qui se passe derrière. Donc, de là est venue l'idée, entre autres, de la chronique. Puis c'est pas mal là-dessus là, que je vais travailler également. Pour ceux qui s'intéressent, Audrey, malgré qu'on vit sur le même toit, ne veut pas nous dire les sujets des chroniques. Fait qu'on va rester surpris là, en même temps que vous autres. Ouais. On te laisse aller, Audrey.
Vas-y. Super, merci. Dans le fond, première chronique, le sport en général, c'est assez large. Donc là, les idées étaient nombreuses. Est-ce que je m'adresse à un public plus de football, de hockey, de golf, etc. Donc là, étant donné que ce qui se passe présentement dans nos vies, c'est la pandémie, c'est là-dessus que j'ai misé pour ma première chronique. Puis, ce qui me fascine encore plus dans le sport, c'est pas seulement les hommes, mais également les couples. Moi, j'aime beaucoup m'intéresser à qui sort avec qui dans ce monde-là, puis qu'est-ce que ça fait ce monde-là. Puis, on s'entend que dans un contexte de pandémie, quand tu t'appelles Jennifer Lopez puis Alex Rodriguez et que tu fais des millions et des milliards et que l'argent te sort par les oreilles, c'est pas le même type de COVID-19 que nous à la maison. Pas besoin de PCU, là. C'est ça, exactement. Fait que c'est de là que j'ai comme basé mon idée. Et ce sera probablement la dernière fois que je vais parler de COVID-19 dans les agents libres. Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour. Hein? Fait que j'ai comme fait un petit top 5-6 de couples que je voulais peut-être voir avec vous. Puis, c'est ça. Je vais avec mon premier couple. Donc, pour l'avoir déjà abordé, je vais vous parler de Jennifer Lopez et d'Alexandre. Je ne sais même pas si c'est Alexandre. Alex Rodriguez. Ouais, Alex, c'est juste Alex, je pense. Voilà. Fait qu'en fait, c'est ça. Quand tu regardes leur Instagram respectif, là, tu te rends compte que c'est ça. Ça fait de l'argent, ce monde-là. Puis, ils n'ont pas les mêmes loisirs que nous. Donc, entre autres, pendant la pandémie, si tu regardes dans les dates sur leurs comptes Instagram respectifs, on voit surtout du monde qui cuisine du caviar en dansant dans la cuisine. Et aussi du monde qui joue au golf, du monde sur le bord de la plage, du monde qui ont énormément de plaisir, que même pas en temps de pandémie, on n'aurait pas du tout. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Mais plus sérieusement, ils ont fait énormément de dons dans les banques alimentaires. Fait que quand même, chapeau. Il faut quand même que ça aille... c'est un avantage à tout ça. Ouais. Et ils sont aussi en train de planifier sans doute leur mariage parce que depuis 2019, ils sont fiancés. Et ce qui m'a aussi porté à me dire, mais voyons, il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un mariage pour Jennifer Lopez. Et effectivement, ce sera son quatrième. Elle tombe en amour souvent, Jennifer. C'est ça. 4e mariage. Moi, j'attends toujours ma première demande. Je dis ça, je dis ça. OK. Alors, ce qui m'amène maintenant à parler de mon 2e couple. Et il s'agit de Ciara et Russell Wilson. Oui. Ouais. Voilà. Donc, Russell Wilson, qu'on connaît pour être un joueur de football professionnel, qui a d'ailleurs signé un des plus gros contrats, je crois. Il a signé le plus gros à l'époque, mais là, il s'est fait dépasser par d'autres. Pat Mahomes. Ah, Entre autres. bon, d'accord. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, encore une fois, c'est des bons montants d'argent, j'imagine. Pas pire. Des machines à imprimer de l'argent. Quand on parle de la NFL, je crois que ce sont des montants exorbitants. Exactement. Je dis ça. Ciara, qu'on connaît pour ses mélodies My Body is a Party et Ride It. Hein, tout le monde s'en souviendra. 1, 2 step. Voilà. Donc, de la mélodie à mes oreilles. Grosse année pour eux, quand même. La naissance de leur 2e enfant ensemble, qu'ils ont nommé Win. Win comme victoire. W-I-N comme victoire. OK. C'est pas... Win Wilson. Il y avait pas... Exactement. Ouais, c'est Win Hamilton Wilson. OK. Écoute, j'imagine que quand tu joues pour les Seahawks, que tu es 6-1 et que tu fais 100 millions par année. Énormément de choses. Tu peux te permettre des choses comme d'appeler ton enfant Victoire. Ça fait partie certainement des choses que tu peux te permettre. Puis, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur eux. Là, un beau bébé en bonne santé, tout va bien. Tout à fait. Faites juste pas appeler votre premier gars, faites juste pas l'appeler Win Corbeil, ça serait bizarre un peu. Juste parce que tu me mets au défi, je crois qu'on va avoir la discussion. Ah, malade. Tout à fait.
Mais voilà, tu sais, à un moment donné, on ne s'éternisera pas sur quelqu'un qui a appelé son enfant Win. On ne s'éternise pas sur les gens qui sont heureux. Ah, ben ça, je suis pas d'accord. OK. Ça, je suis pas d'accord. Ensuite, ce qui m'amène à ma prochaine gorgée. Paulina Gretzky et Dustin Johnson. Mon couple fétiche. Oui, tout à fait. Puis je savais que vous aimeriez sans doute en entendre parler. Et probablement pas pour Dustin Johnson, mais probablement pour Madame Gretzky. Je pourrais... non, je suis pas... Honnêtement, ouais. un de mes men crush dans la vie, c'est Dustin Johnson. Fait que je suis très content d'entendre parler de lui. Mais quand même, beau brin de femme, hein, Paulina Gretzky. Oui. Donc, pas de l'auditoire, là, des hommes qui nous écoutent présentement et peut-être des 3 femmes. Donc, Gretzky, ça doit vous dire quelque chose là, quand même. Là. C'est la fille du célèbre Wayne. Alors, voilà. Pendant la pandémie, ces gens-là, ça a fait plein de choses. Ça se prend, entre autres, pour Paulina, je veux dire, ça se prend en photo dans le bain, à la plage, dans le lit. Sur le bord de la mer. Et ça, en maillot, en très petit maillot. Et, donc, tu conseilles de nous abonner à son compte Instagram? Ben non, pas du tout. Puis je vais surveiller que tu ne le fasses pas d'ailleurs. Ben c'est ça. En gros, pendant qu'elle se prenait en photo, lui a été quand même occupé. Hein? Le golf a été un des sports qui a été quand même le moins touché, disons-le, par la pandémie. Quoique quelques tournois ont été reportés. Mais grosse année pour Dustin Johnson, hein, n'est-ce pas? 19 millions en 4 tournois, me dit-on. C'est quand même pas mauvais. Fait que c'est ça. La bonne femme se prend en photo à la maison, puis le monsieur va gagner sa vie. Que veux-tu? Voilà. Suivant. J'en ai un en tête, tu ne l'as pas dit encore. Je pense que tu t'en vas vers là. Ouais, c'est ça. Je serais surpris que tu ne le sortes pas. Et selon moi, c'est le prochain Piquet Souben et Lindsey Vonn. Ouais. Donc, ils sont vraiment le fun à suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont super actifs, super, tu sais, Piquet Souben, mettons, c'est pas... c'est quand même pas plate à regarder là, sur les réseaux sociaux. Ce gars-là est quand même extrêmement divertissant. Et la demoiselle, à ses heures, est divertissante elle aussi. Donc, ils ont... c'est ça, ils partagent les réseaux sociaux, ils se taguent sur des affaires. Au Bermude, je pense qu'ils étaient dans leur... Ça, exactement. Puis c'est ça que je m'en allais dire. Pas grand monde peut voyager. Par contre, Piquet Souben se ramasse aux Bermudes avec sa blonde. Avec beaucoup d'amis aussi. Ça fait jaser. Ben oui, c'est ça, exactement. Ça fait extrêmement jaser parce qu'en plus, Mademoiselle Vonn a pris plusieurs photos d'elle en maillot et elle a été fortement critiquée. Eh oui. Oui, vraiment, ça le fait quand même, les manchettes, tout ça, parce Pour quelle raison? Elle a été beaucoup critiquée sur sa shape masculine. Parce qu'on le sait, là... C'est varisse, puis tout ça, tu sais, elle vraiment pas des... Ça. Pour vrai, ça n'a vraiment pas été chic, là. C'était vraiment pas fin. J'ai vu, en anglais, il dit « fat knee ». Ouais, elle s'est fait dire qu'elle était vraiment pas belle et pas une belle shape pour une athlète. C'est ça, que c'était très, justement, qu'elle était carrée, qu'elle était garçonne un peu. Puis, tu sais, pour vrai... est quand même... C'est triste. Mettons, elle est beaucoup plus en shape que moi. Tu sais, mettons, moi... 100 fois, je vais les prendre. Là, ta shape est garçonne un peu, je le prendrais. Mais reste que les gens sont méchants, sont extrêmement méchants. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils étaient aux Bermudes. Fait que te faire dire que tu n'as pas une belle shape aux Bermudes, en temps de pandémie, des affaires quand même plus tristes que ça. Mon dernier couple, en fait, non, c'est pas vrai. J'en ai rajouté un autre par après ça parce que je voulais dire que Victoria Beckham puis David Beckham sont plus jeunes. Pour vrai, je me suis rendu compte de ça. Leur fils aîné a comme 21 ans puis il va se marier. Là, j'ai fait comme, mon Dieu. Puis là, c'est ça, c'est une nouvelle de la pandémie. Là. La belle-mère était bien contente. Elle a partagé ça sur les réseaux sociaux. Puis, mon Dieu, ça vieillit, ce monde-là. Puis, tu sais, on a tous écouté ça, les Spice Girls, puis probablement vous plus que moi, parce que, moi, je suis encore jeune. Mais
pour vrai, c'est ça. Ça m'a comme rentré dedans, on dirait. J'ai fait comme, ben voyons, ils sont rendus vieux. Puis c'est ça. Le garçon de 21 ans va se marier avec une mannequin. Quelque chose, encore une fois, de très triste. Est-ce qu'ils ont fait des... Une bonne génétique, disons-le comme ça. Oui, ben vraiment. Un beau monsieur. Ben, une belle madame aussi, là, mais... Est-ce qu'ils ont fait des trucs aussi, genre pendant la pandémie, à part, ils étaient sûrement pas dans Je m'y un suis 4,5? plus ou moins intéressée, honnêtement, mais je pense que ça a été un petit peu plus dur côté pandémie dans leur coin de pays. C'est ce que je crois, mais je ne m'avancerai pas sur des propos que je ne peux répondre. C'est bien ça. Ce sera mon dernier commentaire par rapport à Victoria et David Beckham. Et je vais terminer cette chronique en vous parlant de Carey Price, qu'on connaît comme étant le gardien de but du Canadien, et sa tendre moitié Angela, qu'on connaît pour ses propos controversés sur la vaccination, entre autres. Okay. Et je pensais susciter plus de réactions de ça par rapport à la vaccination et vraisemblablement, vous ne savez pas ce qui se passe derrière ça. Oui, là, c'est parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas faire vacciner ses enfants parce que... En fait, elle est pour la vaccination alternative, c'est-à-dire que c'est le genre de personne qui ne croit pas que c'est nécessaire de faire vacciner ses enfants pour la rougeole parce que ça n'existe plus, mettons, cette maladie-là. Mais... je ne suis pas ici pour débattre de questions pharmaceutiques et médicales. C'est parce que si on ne voit plus la rougeole, c'est parce qu'on est vacciné. Je dis ça, mais ça m'appartient. Je ne suis pas ici pour m'obstiner contre Mme Price. Hein? C'est logique. C'est ça. Mais moi, ça, je vais te le dire, Carey Price, puis sa blonde, j'aime ça, suivre ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme... il essaye de se prendre pour le couple, tu sais, pas nécessairement, mais tu sais, proche du peuple, tu sais, parce que ça joue pour le Canadien de Montréal, fait que nécessairement, tu as une visibilité, tu dois être proche de... Mais tu sais, on joue pas dans la même ligue, là. C'est pas le même combat. Puis là, cet été, ils ont eu un projet, puis David pourrait en témoigner, ils ont acheté une roulotte, un véhicule récréatif, et ils ont décidé de le rénover de A à Z. Et pour vrai, les résultats étaient vraiment incroyables. Tu sais, comme la femme en moi qui adore les émissions de rénovation a comme capoté sur le nouveau VR de la famille Price. Ouais. Ce qui est par contre extrêmement déchirant, c'est que je pense leur 3e fin de semaine de camping avec le VR, accident, genre il y a comme un tire qui a sauté. Puis là, ça l'a comme fait exploser quelque chose dedans la roulotte scrap. Terminé le camping pour la famille Price. Et là, mademoiselle Angela, cœur brisé, enceinte d'à peu près 8 mois et 3 quarts, là, tu sais. Grosse dépression sur les réseaux sociaux. Elle était en pleurs parce que son VR avait sauté et c'était extrêmement déchirant. Je pense que ça a été plus gros pour elle, cette annonce-là sur les réseaux sociaux, que la naissance de leur garçon, que je souligne par la même occasion. Donc, ils ont un petit garçon, Lincoln Price. Lincoln Price. Ça sonne bien. Ben encore, faut-il que t'aimes ça. Oui, mais ça sonne bien. Charles, j'aimerais bien ça, moi. Non, pas moi, tu vois. Merci beaucoup, Audrey, d'être passée nous parler des potins dans le monde du sport. Je ne sais pas ce que tu en penses, JF, mais moi, ça me fait... j'ai hâte aux prochaines chroniques, en fait, parce que pour vrai, c'est le fun des potins, là. On en voit quelques-uns. Je tentais le terrain. Tu sais, là, c'est ça, les couples, les ci, les ça, mais je vais peaufiner mon approche, puis je vous reviens avec du stock intéressant. On est certain de ça. C'était très intéressant déjà. Merci pour ta chronique, ma belle. Ça me fait plaisir. Je vais rester enfermée en haut pendant que tu continues tes podcasts. On se revoit tantôt. Bon, à tout à l'heure. Merci, Audrey. Ça me fait plaisir. Merci. Bye. Bye. Une bonne petite première chronique de notre chère Audrey, ou de ta chère Audrey. J'espère que tu prévois sortir une bague bientôt, David. Écoute, disons qu'elle ne me l'a pas malé. La pression est sur moi. La balle est dans mon camp. La balle est dans ton camp. On va le dire comme ça. Écoute,
Elle m'a déjà parlé de la grosseur qu'elle voulait. Ça se pourrait que ça prenne quelques années là, où que j'avais besoin de briser mon petit cochon. Mais somme toute, ça va probablement arriver un jour. Ben, on te le souhaite. On lui souhaite. Ouais, c'est ça, on va y souhaiter à elle plus qu'à moi. Ah, David, deuxième chroniqueur. Je vais arrêter de dire David, là, first, le Corb. On va essayer d'avoir 2 chroniques après les entrevues. Peut-être des fois, on va en avoir une, des fois 2, des fois, peut-être pas du tout si l'entrevue dure plus longtemps. Bref, on a une deuxième cette semaine. Un visage connu des gens qui nous regardent. Il est venu quelques fois. On a même établi un record avec lui du plus long podcast. Là. C'est autour de 6 heures quelques, là, je pense. Ouais. D'enregistrement. Il a aussi établi un standard, le seul à quitter un podcast sans dire bye. Donc, je te laisse le présenter. On l'aime bien, notre cher Barbu de Ville. Donc, on va admettre immédiatement. Monsieur Barbu, comment ça va? Ben, ça va bien. Il nous quitte. Ta caméra nous quitte. Bon. Voilà. On t'entend bien, on te voit bien. Je ne lag pas. Et voilà. Puis on dirait que tu arrives de chez ton barbier en plus. Non, pas en tout, ça fait un mois. Ben non. Check les côtés. Ça. Moi, je le trouve. Tout est un connaisseur, c'est ça. Je le trouvais sharp, le barbu. Là. Écoute. Ah ben merci, t'es bien fin, man. Ouais, c'est ma première qualité d'être fin. Hein? On m'a tout le temps dit ça. L'amour, ce que ça peut faire un homme. Barbu, je suis content de t'avoir avec nous autres pour notre deuxième saison. Vraiment hey, cool, moi aussi, man. Vraiment cool. Puis, contrairement à la saison 1, qu'on parlait, pour vrai, on a parlé de toi, on a fait une entrevue complète. Les gens qui veulent l'avoir est disponible. On a parlé de hockey, on a parlé de plein d'affaires, mais l'affaire qu'on n'a pas de temps parlé, puis je pense que c'est ton sport préféré dans la vie, là, je pense que c'est ça que tu nous avais dit, mais le UFC. Ah, définitif. Mais avant tout, M. Barbu, est-ce que vous nous accompagnez avec un petit verre? Ben, j'ai un eau pétillante, c'est ça que j'ai rien d'autre. Hey, c'est rare, ça. Ouais, mais Corb, dis-toi qu'il va peut-être finir en nous saluant à la fin s'il boit juste de l'eau pétillante. Oui, c'est en plein ça. Le bon côté de la chose. Ah non, puis hier, j'ai brossé en plus. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que c'est UFC. Yes. Ben là, je pensais commencer ma première chronique... vu qu'il y a bien des gars qui écoutent puis qu'on parle beaucoup des prospects, puis on aime ça, tu sais, parler des prospects, du draft, tout ça. Je dis, garde, je vais faire la même affaire avec le UFC. J'aurais pu m'attendre sur d'autres organisations. Il y en a un paquet. Faut dire que le UFC, c'est une organisation, c'est pas le sport, tu sais. En tant que tel, le sport, c'est du MMA, Mixed Martial Art. En français, on dit des arts martiaux mix, mais je trouve ça correspond tellement pas au sport, tu sais. En fait, le MMA, pour revenir aux origines, ça date de la Grèce antique, 2648 ans. On appelait ça le pancras. Le pancréas, ça fait partie des premiers Jeux olympiques en Grèce, pour te dire que ça fait tellement longtemps. Puis le pancréas, c'était de la boxe puis de la lutte mélangées ensemble. OK. Puis donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, le UFC est à son c'est le Golden Age du UFC, il n'y a pas de doute là-dessus. Les meilleurs combattants sont là présentement. Georges Saint-Pierre a fait des petits, il a fait des enfants, il a fait son héritage. Et là, aujourd'hui, Fedor Emelianenko aussi. Peut-être que vous le connaissez, c'est un poids lourd, un Russe. Bon, Fedor aussi a fait des petits à sa façon, tu sais. Donc, je vous commence ça avec un Canadien d'un poids lourd, Tanner de Bulldozer Bowser. Il se bat dans 2 semaines. Il a 29 ans, 6 pieds 2, 235 livres. Il a un mullet. Moi, je trouve ça beau. Il a une grosse moustache, un beau mullet. Les cheveux courts en avant, longs en arrière. Ça, j'aime bien ça. Comme Merci beaucoup de nous dire qu'est-ce qu'un mullet. On ne le savait pas. Merci, Barbu. Ça me fait plaisir. Ouh, la coupe Longueuil. Sauf que là, tu as dit long en avant, court en arrière, par exemple. Non, excuse. Non, court en avant, long en arrière. C'est comme si on pognait ta barbe et on te l'attachait sur la nuque. Oui, c'est ça. Il est beau en plus. Il y a 19,6 comme fiche. C'est pas super spectaculaire, mais on dirait que lui, ça y a pris... Tu sais, il y en a que ça leur prend plus de temps que d'autres. Lui, ça y a pris ce temps-là. Puis pour un heavyweight, il est d'une rapidité
incroyable. J'ai jamais vu ça. En tout cas, de mémoire, moi, qui suis ça depuis 93, le UFC 3. OK. Là, on est rendu on vient de faire le 254. J'ai jamais vu un poids lourd aussi rapide que ça. Puis je pense que c'est ça qui va faire son succès. Il a 29 ans, il est encore jeune. En MMA, 29 ans, c'est très, très jeune. C'est-à-dire qu'en bas de 25 ans, c'est plutôt rare là, des bons combattants. Petite question par rapport parce que tu parles d'un poids lourd. Ouais. J'imagine que dans sa catégorie, il va rencontrer des gars pas mal plus gros que lui. Absolument. C'est pas le plus gros. Sa vitesse va faire qu'il va s'en sortir. Sa vitesse, aisément. Puis il assomme, ça n'a pas de bon sens. Il y a une drette, là, il y a un crochet, un jab, ça n'a pas d'allure comment il peut assommer un adversaire juste d'un coup. Là. OK. Puis là, son prochain combat, on va finir là-dessus avec lui. Là, son prochain combat, c'est contre, sûrement que vous le connaissez, c'est contre Andrei Arlovski. OK. Peut-être que tu ancien le champion poids lourd. Ouais. Il est rendu vieux, là, mais c'est un bon combat pour lui. Hey, j'avais quelqu'un d'autre, mais je saute tout de suite à l'autre. Un gars du Brésil, de Tucumã, Brésil, Michel Pereira, qui s'est battu il y a 2 semaines, 27 ans, 24-11, 10 KO, 6 pieds 1. Il se bat dans les 170 livres, l'ancienne catégorie de Georges Saint-Pierre. Ouais. Ça, c'est un moyen client. Moyen client dans le sens que lui, il va se servir de la cage au complet. Puis quand je dis de la cage au complet, la cage d'ailleurs a changé de grosseur depuis 3 galas. C'était une 30 pieds. Là, c'est rendu 25 pieds. Là. Ah, ouais. Ouais, fait que là, on enlève 5 pieds. Fait que les gars qui aimaient ça se pousser, ils vont moins bien paraître maintenant. Là. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fait ça? Est-ce que tu sais? C'est exactement pour ça. OK. Pour que ça doit être tout un ajustement. Ça doit être tout un ajustement pour les vétérans qui se battent dans 30 pieds depuis toujours. Tu dis, mais absolument. On a vu la différence depuis les derniers galas. Là. C'est majeur. Sauf quand ils ont été à Abu Dhabi, quand ils ont fait le Fight Island, parce qu'ils font des combats à Abu Dhabi. Là, eux autres, ils ont encore leur ring de 30 pieds. Mais quand on revient à Vegas, c'est du 25 pieds. Puis moi, je préfère le 25 pieds, là, c'est clair. Ben, c'est personne qui se sauve, c'est le fun. Là. Non, c'est ça. Puis Pereira, lui, comme je disais, il utilise tout le ring. Quand je dis tout le ring, c'est vraiment tout le ring. Je l'ai vu sauter sa cage, revoler sur son adversaire. Mais c'est un clown. Le monde va l'adorer. Il a juste 27 ans, mais il n'a pas l'air de ça. Il a de l'air plus vieux. Tu sais. Les Brésiliens, ils ont de l'air plus vieux en général. Mais les gens vont l'aimer. Là. Un moment donné, il regardait son adversaire, puis il disait à son adversaire, « Ouais, frappe-moi. » Puis il mettait ses mains en arrière de son dos. Ben, c'est dangereux. C'est dangereux, tu sais. À la Roy Jones. Hein. Ouais, puis à un moment donné, il va falloir qu'il se calme, j'ai l'impression. Puis là, à un moment donné, il a décidé de frapper son adversaire à coups de claque. Fait qu'il était comme ça, puis il donnait des claques à la marboulette. Ping, ping, ping. À un moment donné, c'est tanné. Puis même, début du 2e round, il a fait une roulade. Pourquoi il a fait ça? Ça donne absolument rien, là, puis ça joue sur son énergie. Michael Bisping le disait aussi dans ses commentaires. Mais le monde va l'aimer, c'est clair. Là. C'est un esti de clown, là, ça n'a pas de bon sens. Un moineau. Un méchant moineau. L'autre, c'était un autre. J'ai juste choisi des moineaux, dans le fond, mais c'est les plus spectaculaires, puis c'est eux autres qui font vendre des pay-per-view. Ben oui. Un Milo, Jiří Procházka, ça, on appelle ça un homme, là. 6 pieds 4, 205, 27 victoires, 3 défaites, 24 KO. Ça, c'est un autre client, mais tu le regardes, là, il fait peur, lui. Quand tu dis 24 KO, est-ce qu'on parle des KO ou il y a des soumissions avec ça? Non, 24 KO, je t'aurais dit s'il y aurait eu des soumissions. Sur 27 wins? Ouais. Puis là, il y a eu son premier combat au UFC. Puis son premier combat au UFC, il y a 3 semaines, c'était contre Volkan Oezdemir. Puis dans Milo, Volkan Oezdemir, il est 10e au monde. OK. Puis il l'a knocké. Il a failli se faire knocker parce qu'il aime s'en donner puis il est capable d'en prendre. Puis là aussi, lui, comme Pereira, c'est un gars qu'il va falloir qu'il fasse attention puis qu'il apprenne à manager son énergie. Quel âge il a, lui? Il a 28. 28, c'est très jeune, MMA. Là. C'est vraiment jeune. Là. Puis il y en a des bons qui sont déjà là. Je le vois se battre contre... là, on a vu qu'Israël Azandaya s'en va dans Milo, là, le champion des... Adesanya.
Ouais, qui est dans middleweight, là. Qui s'en va rencontrer le champion. Qui a battu... Penses-tu que lui, il va perdre un combat un jour? Ben, il a déjà perdu par KO en boxe, en kickboxing. Non, mais je parle là. Je pense que oui. Ouais. Oui, c'est pas Habib Nurmagomedov, ça là, c'est pas Jones. Non. OK. Non. Mais il est bon, par exemple, là. C'est un solide, là. Mais tu regardes je regardais justement, là, c'est drôle, tu me parles de ça. Je regardais sa fiche la semaine passée. Il n'y a pas des si gros adversaires que ça. À part dans mon livre, Robert Whittaker, là, qui a démantibulé. Ça, j'étais bien surpris de ça. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas des si gros adversaires que ça, là. C'est ça qui parle beaucoup, moi, je trouve. C'est pour ça que c'est sûr, ben oui. j'admirais un gars comme Max Holloway qui avait battu Dustin Poirier, qu'ils avaient tous battus, en fait, dans les 155. Puis quand il a rencontré Volkanov, j'étais surpris qu'il perde vraiment, là. Puis mon dernier... Avant que tu ailles avec ton dernier, j'ai deux petites questions. Je veux que tu m'éclaires. Ouais. En boxe, les poids lourds, c'est 200 livres et plus, il me semble. Tu viens de me dire que lui est 200. En UFC, est-ce que les poids sont différents pour les mi-lourds et lourds? Ben, j'aime plus les poids au UFC qu'en boxe. Là, en boxe, c'est ridicule maintenant. Là. Ouais. Tu sais, middleweight, c'est 185. Mais en boxe, c'est pas ça pantoute, là. C'est 165. Même ouais, 165, c'est considéré comme super middleweight, tu sais. Ouais. UFC 185, c'est middleweight. Milo, c'est 205. Low, c'est 206 à 265. Parce qu'après 265, là, on tombe dans un super lourd. Ah ouais, OK. Mais cette catégorie-là... Oui, mais cette catégorie-là n'existe pas au UFC, les super lourds. OK. Ça existe dans d'autres organisations. Mais faire battre deux super lourds en 5 rounds de 3 minutes, là, c'est pas le fun. Là. Déjà que les lourds, c'est une catégorie... Tu sais, je regardais là, toutes les catégories de poids UFC, même ceux des femmes, là, puis la catégorie la plus faible, c'est celle des lourds. OK. Puis depuis longtemps. Longtemps. Mis à part le champion Miocic, puis Dan Cormier, mais à part là, tu n'as pas grand-chose là, à te mettre sous la dent. Là. Vraiment pas. OK. Puis ma deuxième question. Ouais. Est-ce que, en boxe, on chiale un peu qu'il y a tellement pas de ligues, là, mais WBC, des fédérations. Des fédérations, merci. Plusieurs fédérations, puis que les boxeurs vont se monter des fiches. Ça n'existe pas en MMA. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que là, il commence à avoir quand même d'autres bonnes fédérations. Là. UFC, c'est en haut, mais il y en a quand même d'autres bonnes. Il y en a de très bonnes, oui. Il y a le club école du UFC qui s'appelle la LFA. Okay. Toutes les meilleurs qui s'en viennent sont là. OK. Puis ces gars-là, il n'y en a pas qui se bâtissent des fiches? Pas en tout. Ça n'existe pas. Hey, non, justement, je regardais le LFA 94 hier, qui était au Murchison, un casino sur une réserve indienne aux États-Unis. Puis ça, c'est payé par le UFC. Le LFA, ça leur appartient. Puis ils ont fait battre 2 gars avec des fiches, 2 jeunes de 24 ans pour la ceinture des poids moyens. Un de 5 victoires, aucune défaite. L'autre, 7 victoires, aucune défaite. Ben, tu vois jamais ça en boxe. Là. C'est ça qui tue la boxe. Ouais. Mais ça n'existe pas en MMA. C'est inexistant. Parfait. Merci de tes réponses. C'est pour ça que tu ne vois pas des gars... Tu sais, mettons, Habib Nurmagomedov avec son 29-0, là, c'est plutôt rare, là, ça n'existe pas. Là. Regarde, je t'ai parlé de Prochazek, le gars de la République tchèque, là, 27-3. Chris, le gars, c'est un phénomène, là, mais il y a quand même 3 défaites. Puis Pereira, il y en a 11. Mais c'est pour ça que moi, qu'Adesanya vient... Tu sais, moi, tu ne le mets pas dans la même catégorie que les autres. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans ses premiers combats. Je ne peux pas dire exactement lequel au UFC. J'ai dit, lui, il va être spécial, puis je roule ma TV. Spécial? 2 ans plus tard, puis il est encore là, puis il est encore undefeated. Il est 20-0 en MMA. Ouais. Je viens d'aller voir, tu sais, il est quand même... oui, c'est un bon, là. Mais, tu sais, mettons que je t'ai parlé d'Habib. Habib, c'est un des meilleurs de tous les temps. Jones, c'est un GOAT. Tu mets ça dans la même catégorie que Georges Saint-Pierre, là, tu sais, c'est... Moins les problèmes hors ring. Ah oui, c'est un imbécile, là. Mais dans le ring, il sait ce qu'il a à faire, là. Ah ouais. Et puis mon dernier, là, peut-être que je me trompe, là. Mon dernier prospect, c'est un futur GOAT. Oh, ça, oui, vas-y. OK.
Là, on entend, c'est mon téléphone. Est-ce que vous entendez mon téléphone? Ben oui. On aime ça. Moi, juste le. C'est parce que c'est ma caméra. Et voilà. Et voilà. En parlant de la doune, là, comme tu disais, c'est elle qui vient d'appeler. La jeune est folle de toi. Ah, ce sont toutes folles de moi. C'est ça mon C'est ça problème. qui arrive. C'est un petit gros de 46 ans. Là, hein? Hey, les baquets, on a un edge. Hey, j'ai comme pris 15 livres. Je capote. Je Je comprends capote. ça. Je comprends ça. Bon, mon dernier, là, je Ah ouais, pense moi, le goat, là, je suis prêt en grise. Là. c'est un GOAT. 26 ans. Un Tchétchène. Il vient de Tchétchène en Russie. Mais il habite en Suède. C'est plutôt rare, tu sais. Puis il s'entraîne en... J'ai Hein? entendu parler de lui. Pat Kota a parlé de lui à la radio. Vas-y. Kazma Chimaev. OK. Comment tu Retiens l'écris? ça. Un gros bon LED avec une grosse barbe. 26 ans, 9-0. Aucun combat en décision. 6 KO. Et puis lui, il est actif sur Twitter. C'est une grande gueule aussi. OK. Il a tout pour se faire aimer, là. C'est une grande gueule. Il invite tout le monde à se battre sur Twitter, tous les combattants. OK. Puis là, il se bat, lui, d'un 170 puis d'un 185. OK. Il a invité Israël à Sendenia à se battre, là. Il les a tous invités, là. C'est vraiment un drôle de numéro. Son dernier combat, il se bat contre un vétéran qui a 35 combats, je ne me souviens plus de son nom. Un journeyman, mais un bon vétéran. À son deuxième combat au UFC. Avant le combat, avant de rentrer dans le ring, il voit Dana White. Il crie à Dana White, « Comment tu veux que je le batte? » Dana White, il le regarde et dit, « OK, par KO. » Ça a duré 15 secondes. Il l'a knocké. Ah, ouais. Ouais. C'est ce genre de bébite-là, là. Mais c'est vraiment une drôle de bébite, là. OK. Il faut juste savoir Kazma Chimaev. Chimaev, ouais, 26 ans. Il est jeune en plus, là. Ça Puis il va pourrait se battre être, dans les deux catégories, 170 puis 185. OK. Ça va faire un temps, ça, j'imagine. Tu peux Ben, il a pas, fait 3 combats à date. Il en a fait 2 des 170 puis un des 185. T'es malade, ça. Ben, c'est un malade. Puis là, il voulait se battre avant la fin de l'année, là. OK. Il voulait reprendre un autre gars. Il dit, je serais bon pour en prendre un autre avant la fin de 2020. Mais lui, checkez ça, allez voir ça. 6 pieds. Il a une belle grandeur. 6 pieds 2 en plus. Physiquement, pas impressionnant. Il peut avoir de l'air de Joe Average, là. Joe Ordinaire, là. Un petit peu de poil sur le chest. Il n'a pas de l'air de Prochaska que je vous ai parlé, là, le gars de la République tchèque. Là. OK. Lui, tu le regardes, le cou ici, les épaules rondes, les biceps. Il a de l'air d'un combattant. Chimaev, il n'a pas de l'air de ça. Mais l'autre, c'est un naturel. sa lutte est incroyable. OK. Il aime ça se battre debout, mais quand il amène ça au sol, c'est merci, bonsoir. Puis lui, il est fier de dire qu'en Jiu-Jitsu, il a juste une ceinture bleue. Il n'a pas besoin de plus. Son adversaire, qui est ceinture noire, le dernier, là, le gars de 35 combats, il disait, t'es juste une ceinture bleue. Il dit, quelqu'un va te mettre ça sur le nez, là, elle n'existera plus, ta ceinture noire. Puis il aime ça parler avant un combat, puis pendant une conférence, puis... je viens d'aller le voir, la tête rasée avec la grosse barbe. Oui, c'est ça, c'est ça. Il a l'air de rien. Il va dire comme toi, il a l'air de rien. Non, il a de l'air... Tu le regardes physiquement, là, c'est pas un gars qui fait peur, là. Il a l'air d'avoir des longs bras. Oui, c'est ça. Il y a une bonne portée en plus, là. Un wingspan. Mais moi, si j'aurais à mettre un 2, là, c'est pas mal lui qui va... ouais. OK. Tu le vois haut sur la scène mondiale quand? Fin de l'année prochaine? 2021, je pense qu'il va y avoir des gros combats pour lui, là. OK, cool. On va garder un œil là-dessus. Je pense que oui, parce que c'est le talk of the town. Je suis abonné à peu près à tout ce qu'il y a sur Instagram de UFC, de MMA, puis il fait juste parler de lui. OK. La semaine passée, il disait à Dana White, il écrivait sur l'Instagram de Dana White, hey, il dit, c'est plate, il dit, j'aimerais savoir un combat avant la fin de 2020. Il met ça pour que tout le monde le voit, tu sais, il dit, un tel d'un 185 livres, Whittaker qui vient de se battre, n'a pas voulu se battre contre moi. Il le dit, tu sais. Pourquoi qu'il ne voulait pas se battre contre moi? J'ai juste 2 combats, tu sais. Fait que c'est vraiment un drôle de personnage. Okay. On va suivre ça. Ah oui.
Y a-t-il un gala qui s'en vient prochainement? Sûrement, il y en a quasiment toutes les fins de semaine. Il y en a tous les fins de semaine. Il y en a un samedi prochain. Oui, il y en a un samedi prochain. Là, des gros galas, il n'en reste plus bien avant. Mais là, la signature d'Israël contre le champion Milo, ça va être exceptionnel. Là. OK. Ça va faire On parle de Desania? Oui, c'est ça, Desania. Ça va faire un gros pay-per-view. Il va se battre contre celui qui vient de battre Dominique Reyes pour la ceinture parce que John Jones l'a laissé tomber. Mm-hmm. Ça va être quelque chose. J'ai envie de t'entendre sur la possible fin de carrière d'Anderson Silva. Ben, c'est fait. Ça devrait Il l'a pas annoncé, là, mais tu sais. Hey, ça, d'ailleurs, là, c'était pathétique samedi. Là. Tu sais, un moment donné, là, hey, on l'a tout aimé, l'Anderson Silva. Mm-hmm. Il n'y a plus de l'air de rien. Là. Là, depuis qu'il a pété son tibia sur la tête de l'autre. Ouais. Puis hey, là, il est talent samedi. Là. J'ai rien contre Rhea Hall. Là. C'est un bon combattant, là, mais rien pour écrire à sa mère. Là. C'est un top. Quand même, c'est un top 10 Hall, là, mais ça ne sera jamais un top 5. Là. Mm-hmm. J'ai entendu, il a 45 ans, Silva, il est 1-7-1, je pense, à ses 9 derniers combats. C'est ça. À un moment donné, là. Ouais, 45 ans, là, Chris. Puis tu le vois, là, il n'y a plus la shape qu'il avait. Il est rendu avec une bedaine. Ouais. Ça me fait penser à... Vous deux? Il y a 3 semaines, Diego Sanchez s'est battu. Pas bien faire ça. Ouais, mais ça m'arrive. Il est de nos shapes. Bon, si on fait du fat shaming. Ouais, OK. Mais ouais, non, Anderson Silva, il est temps parce que je l'aimais bien avant, mais là. Ben, moi aussi. Mais là, ça se peut qu'il s'en aille au Bellator, mais ça serait pas une bonne chose, ça. Mais non, maintenant, là. Puis c'est pas comme si le gars, il allait pour un chèque d'1 million, 2 millions, là. Tu sais, il doit gagner. Je sais pas, là, mais tu sais. Ah, il est autour de 500 000 par combat, lui. Encore aujourd'hui? Ouais. Mais mettons là, qu'on parle pour parler, là. Pas de côté, il se fait taper, fini. Fend ses gants direct sur le ring, garoche ça, passe à autre chose. C'est ça que ça prendrait avec Silva. Là. À un moment donné, tourne la page. Bonhomme. Ouais, il aurait dû faire ça samedi. Ouais, annoncer sa retraite samedi. Puis il voulait pas. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Puis, tu sais, une organisation comme Bellator qui court après tous les petits vieux. Ben ouais. Les autres seraient contents, là. Ben, c'est pour que les jeunes se fassent un nom aussi. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est triste, ça. Ah ouais. Merci, Barbu. Hey, plaisir, man. C'est intéressant. Ben hâte, on va te revoir là, maintenant. Là, quand il va y avoir le gros combat, peut-être qu'on peut te revoir pour parler de ça encore, UFC, évidemment. Parfait. Plaisir, est-ce que tu restais à nous autres parler un peu de l'actualité dans le monde du sport? Ou ça fait plaisir. Un sujet. On a pris 3 semaines off dans 3 grosses semaines. 3 grosses semaines habituellement ce qu'on appelle l'été là, en termes de hockey, mais l'été est arrivé tard à l'automne. Je veux vous parler des nombreuses acquisitions du Canadien, prendre le pouls de votre bord. Comment avez-vous trouvé le travail de Marc Bergevin? Êtes-vous excité? Pensez-vous qu'on est rendu contender? Barbu, je sens qu'on va se pogner, man, j'ai hâte. Ah ouais? Ben voyons. Vas-y, man, qu'est-ce que tu penses de ça? Du travail de Marc? Je ne sais pas si on est contender, puis surtout, je ne sais pas, tu sais, je suis content du travail de Bergevin, en tout cas, ça c'est sûr. Sur toute la ligne? Ben... Il veut dire, es-tu d'accord avec Jake Allen? C'est ça sa vraie question. Ben oui, c'est correct, Jake Allen. Jake Allen, OK. Je pense que oui. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon deuxième. Moi, je suis content, puis je suis content de tout ce qu'on a été chercher. Même content, Max Domi pour Anderson. Content de ça. Non, je suis vraiment content. Mais contender, je me pose la question si on se retrouve dans une division canadienne, ça va être différent, là. Ça va être du hockey. On va être avec des équipes de l'Ouest, ça va être du hockey plus rough. Ouais, est-ce qu'on est capable de répondre présentement? Je pense que oui. Anderson de plus, Toffoli. Veux pas, tu sais, Toffoli, c'est pas un gros bonhomme, mais tu t'es quand même grossi en avant. Oui. C'est la défense, c'est Monson. Ouais, moi, je vais vous dire, j'ai vu de quoi matin qui disait que probablement certains propriétaires qui avaient demandé d'annuler la saison. Ouais, j'ai vu ça. Si ça arrive, je pense que on vient de se sortir de la course
parce que dans le sens qu'on va perdre des joueurs. On va perdre peut-être Dano, on va peut-être perdre d'autres joueurs. Toutes les équipes vont en perdre. Là, oui, mais nous autres, on est jeunes. Je pense que ça nous ferait plus mal que si on perd une saison de Dano. Cette année, avec toute l'équipe, je pense qu'on fait les séries puis qu'on peut se battre. Je ne dis pas qu'on est contender, mais on peut se battre. Mais ça, c'est des suppositions. Ça se peut. Mettons qu'on parle d'affaires qui se passent. Ben, il ne se passe rien présentement. Non, mais en voulant dire, on parle des acquisitions du Canadien qui ont eu lieu. Ils ont eu lieu. On prend pour acquis qu'il y a une saison. Saison cette année. On n'est pas contender, on n'est pas dans le top. Contender, c'est quoi pour toi, dans le fond? C'est top 3, top... Contender, c'est de finir dans le carré d'as, passer au moins une ronde en playoff. Ouais. Il y a une différence entre passer une ronde et être dans le top 4. Ouais, mais tu sais, mettons, est-ce qu'on passe une ronde en playoff? Oui. OK. Peu importe contre qui on joue. Ben, non. Okay. On a battu Pittsburgh cette année. Là. Fait que il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'on a une équipe pour surprendre sans problème. Mais est-ce qu'on est contender? Pour moi, contender, c'est carré d'as. C'est dans les 4 meilleures équipes de la Ligue. Vraiment pas. OK. Mais dans les séries avec Price en santé, puis du monde qui veulent gagner, puis qui se battent comme que cette année ils ont fait, pourquoi pas? Passer une ronde, c'est pas impossible. C'est un beau pitch à Barbu. On s'est amélioré. On s'est amélioré. J'ai pour mon dire que oui, on s'est amélioré, mais il y a beaucoup d'argent dépensé où elle ne devrait pas l'être. OK, mais... Ouais, mais ça... Ouais, c'est ça. Moi, l'argent, là... Moi, je regarde ce que c'est à la glace. Ouais, mais tu sais, c'est l'argent. Je te dis pas que les acquisitions sont mauvaises, mais admettons là, qu'on parle pour parler entre toi et moi. Là. Joel Edmondson plus Carl Osner égale Torrey Krug. Qui tu prends dans ton équipe? De l'argent mal dépensé. Je prends Torrey Krug. Ouais, mais... C'est ça. Puis, Osner, on l'avait déjà. Osner et Edmondson, ça coûte plus cher que Krug cette année. C'est de l'argent mal dépensé. Fait que tu sais, Jake Allen fait que tu as 13 millions et demi d'un net. Même que cette année, c'est plus que ça parce qu'il est sur son ancien contrat. Là. Et l'année prochaine, avec son contrat. Tu tombes à 13 points quelques millions dans le net. À part Vegas Golden Knights qui n'ont pas réussi à se départir de Marc-André Fleury, ben même en comptant Golden Knights, Montréal est l'équipe qui paye le plus cher ses gardiens et de loin. Tu payes un gars de 10,5 millions. OK? Puis je suis le premier à y donner la Price. C'était pas question que ça en aille. Ah ouais, c'est notre... Un gars de 10,5 millions. C'est notre goal à nous autres. Là. Pour le faire goaler 55 games. Puis après ça, tu es pas capable de trouver un backup à 700, 800, 1 million qui va aller gagner des games. Il y a trop d'argent dans le net. Moi, c'est de même. Je trouve que tu exagères en esti, là, mettons. 700-800, un goaler dans la ligue pour gagner 30 games. Pour goaler 30 games, il n'y en a pas une tonne. C'est 5 millions, c'est ça. À 5 millions, c'est beaucoup d'argent, mais moi, Price en gagne. Le problème, est-tu de donner 10,5 millions à un gars qui joue juste 55 games? Ben, il va sûrement jouer 60. Là. C'est 60-22, moi, je pense. 60? 22 games? Ouais, mais t'aimes-tu mieux un Price qui va être crissement top shape comme cette année dans les playoffs ou il donner 75 games puis qui arrive dans les playoffs, soit fatigué? Faut-il s'y rendre aux playoffs? Là, mon second. Avec ces deux goalers-là, j'ai aucun doute. On a fait des grosses acquisitions ici et là. Selon moi, on reste avec un gros trou à gauche à la défensive encore. On n'a pas de joueur digne d'une première paire de ce côté-là, encore une fois. On n'a pas été chercher l'ailier auquel on rêvait, malgré que Josh Anderson est un gros ajout. Si Josh Anderson refait sa saison de 27-28 buts, bon, on va tout sauter partout, mais il ne faut pas s'attendre à ça, je pense. Non, moi, je pense qu'un 20, on devrait être content. Là. C'est ça, 15-20 goals. Même chose pour Toffoli. Toffoli est plus scoreur, mais il amène un peu moins au niveau physique. Mais tu sais, un 20-25 goals de Toffoli, un 15-20 goals d'Anderson, c'est un ajout. Il ne faut pas oublier, on était 24e dans la Ligue nationale. On n'était pas 9e proche de rentrer. Là. On a beaucoup de points à aller chercher. Ouais. Moi, je suis mitigé. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner sur la glace, mais je pense qu'il joue sa job cette année. Oui, probablement. Ouais, moi aussi, je pense qu'il joue sa job, c'est sûr. Comme Claude Julien aussi, là, il me semble. Là. À la fin de l'année, il va y rester 1 an de contrat, Bergevin et à Julien. Fait que rendu là, ça. Puis s'il y a une bonne saison, même moi, de ce que j'en comprends, c'est que
je ne serais pas surpris que même si on a une bonne année, que finalement, on ait un président des opérations hockey, que ça devienne Bergevin qui va engager un DG, mais ça, c'est une autre discussion. Les Dodgers, les gars. Dodgers, Rays. Étiez-vous Dodgers ou Rays? Moi, j'ai gagé sur les Rays, mais je me doutais que LA gagnerait ça. T'sais, si on parle de nos prédictions de début de saison, je voyais LA en finale. J'ai toujours dit LA, les Dodgers. C'est ce que je trouvais que les Rays avaient le starting pitching pour remporter la Série mondiale. Selon moi, Kevin Cash a fait très mal à son équipe, malgré que c'est lui qui les a amenés là. Rendu là, c'est lui qui les a fait. Ah oui, gère pas, Sti. Gère pas en série comme tu gères en saison. Là. Exactement. Laisse-les faire les esti de chiffres. Là. Hey, un do or troisième die. tour au bâton. J'aime tellement ça, parler de ça, moi. C'est moi, do or die. Oui, mais moi, je vous amène 2 stats. Première stat, non, mais tu as le droit. Mais lui, il gère son équipe, ils ont géré ça de même tout le temps. Blake Snell, puis je ne suis pas d'accord de l'avoir enlevé, là, ceci dit. Non. Sauf que, son année de Cy Young, Blake Snell n'avait même pas 6 manches de moyenne lancées par game. Puis cette année, il n'a jamais lancé 5 manches. Il a lancé 5 manches complètes, mais il n'a jamais lancé en 6e manche. Tout ça sont des faits. Moi, ce que je vais te dire... Laisse-moi aller. Là tu as ça, qu'il n'a jamais fait ça. Tu as la meilleure relève du baseball majeur, sans hésiter. Là. C'est facilement la meilleure relève du baseball majeur. Meilleure relève des playoffs en plus. Moi, l'erreur, pour moi, il y a 2 choses. La première, tu laisses Blake Snell se planter à la limite. Là. Il lance bien, il domine, tu le laisses. Mentalement, les Dodgers n'étaient pas là. Tu le laisses lancer, puis à la limite, c'est lui qui se plante. Ou tu laisses la 6e à la limite. Sauf que l'erreur qui a été faite, moi, c'est d'amener, je pense, c'est Anderson, le releveur. Le releveur qui était mauvais. Il y a des mauvaises séries. Arrive avec ton meilleur. Si t'es pour faire ce changement-là, avec ton meilleur releveur, go. Mais là, tu arrives avec ton pire releveur des séries. Pour moi, l'erreur est là. Mais, comme je vous l'ai dit, je n'aurais pas enlevé Snell. Je l'aurais laissé se planter de ça. Mais tu sais, ça revient à ce que tu dis. La première erreur, c'est d'enlever Snell. Parce qu'en enlevant Snell, il faut que tu mettes un releveur. Fait que la première erreur est là. La deuxième, le gars que t'embarques, à ses 5 dernières apparitions, a donné 1 point. Tu ne peux pas mettre lui. Mais premièrement, puis tout le monde fait ça, il ne faut pas se leurrer. Toutes les organisations de la MLB gèrent différemment en playoff, puis gèrent différemment quand ça compte. Souviens-toi de Madison Bumgarner qui est arrivé en relève à quelques reprises. Andrew Miller qui lançait des 3-4 manches un soir donné, le lendemain, il relançait un 2-3 manches. Il n'avait pas fait ça de la saison, pas une fois. S'appelles-tu de Brady Little, le coach des Red Sox, celui qui n'a pas enlevé Pedro Martinez? Oui, mais c'est parce que la game a changé, tu sais, aussi. Oui, mais il ne l'a pas enlevé, Pedro, pendant qu'il fallait qu'il l'enlève. C'est une erreur de coaching, c'est juste ça que je te dis. Là. Puis les die-hard vont te dire que Kershaw, souvent, il a juste vu un frappeur de trop, puis que c'est le coach, puis tout ça. C'est du second guessing. On aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. Ah oui, quarterback Monday. Là, ça. Comment? C'est du quarterback Monday. Oui, mais moi, là, je regardais la TV, puis je ne suis pas le seul. J'ai vu beaucoup d'amis à moi sur Facebook commenter on the spot pourquoi tu sors Blake Snell. C'est du micromanaging rendu là. Je veux dire, c'est pas optimal. Tu as le meilleur lanceur à ce moment-là des majeurs, là, en tout cas de ton équipe, certainement, qui domine l'autre équipe. C'est pas un hit qui passe de temps en temps, il les domine. Ouais. Puis là, tu le sors, puis tu l'as-tu vu sortir? Lui, ce gars-là, il est sorti du terrain. Je suis convaincu que son rêve, c'est de ne plus jamais rejouer pour eux. Ah oui, il était fâché, là, c'est clair. Là. Ses 2 dernières sorties. C'est arrivé 2 fois dans les playoffs. Non, coach, il a géré ça comme un autiste. Tu sais, il était comme... Puis j'y donnerais le Manager of the Year parce que c'est basé sur la saison. La saison, là, il a managé de main de maître, mais quand c'est do or die, là, puis que c'est... Tu gères pas ça pareil, là. Tu laisses, puis il y avait encore du gaz, il y avait 60-70 pitches. Ben oui, c'était dans sa zone. Tu sais, le nombre de manches, moi, je vais y aller plus que le nombre de pitches. Fait que tu sais, si en 5 manches, tu lances 100 pitches, ben that's it. Mais si ça te prend 7 manches, lancer 100 pitches, ben go for it. Là, le nombre de manches, moi, je m'en sac pas mal. C'est plus le nombre de pitches. Puis Snell, il y avait encore du gaz dans le bras. Puis je pense que Cash ne se fera pas blâmer par personne parce qu'il a amené une équipe que personne ne voyait vraiment là. Non. Mais ça reste que c'était une mauvaise décision et que ça va le suivre longtemps. Ça, c'est clair. Ça va le suivre longtemps, effectivement. What about Justin Turner? What about him?
après les célébrations. Ben, On débattra pas sur y a-tu bien fait de rembarquer sur le terrain. Là. Je veux pas Ouais. le goût dans l'arcade. Non, mais ça c'est reste pas que épais. c'est Quand tu sais ordinaire, que là. t'as COVID, Il va sûrement être suspendu. man, là. il l'avait, il a joué toute la game avec eux autres, puis il l'avait. c'est niaiseux, là. Tu sais, à un moment donné, là, je suis sûr que tous ses coéquipiers s'en calissent quand il a sauté sur le terrain. Ça paraît pas bien. Ouais. Ça, c'est l'opinion publique, là, mais ça, je pense qu'on n'y met pas tomber là-dedans. Ouais, mais ça reste que, tu sais, tu te mets à sa place, c'est sûr que tu vas être sur le terrain. Là, tu gagnes la Série mondiale, tu veux fêter avec ton monde, là, mais, mais c'est ça, l'opinion publique, puis c'est pas... Ça fait un an que la planète est à vie une pandémie, tu sais. Ouais. Ça paraît mal. Je comprends ça, l'image en tant que telle. Important. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a 20 minutes, il était dans le dugout avec tout le monde. Je sais. Là, il reçoit son test, puis là, il faudrait qu'il s'en aille. Tu sais, moi, c'est ce bout-là là, que... Moi, je pense que tu vas peut-être vivre ça une fois dans ta garage. Pour m'assurer que ses coéquipiers ils ont genre fait jump sur le terrain, là, man. C'est genre... Je pense aussi qu'ils ont dit ça. Moi, ça. si c'était mon teammate et que j'avais fait un high five la manche d'avant, parce qu'en rentrant au bain, il a frappé un hit, là, ça ne change pas grand-chose qu'ils viennent sauter sur le terrain ou non. Mais ça, c'est mon humble opinion. Tout à fait. D'autres sujets, mon David? Non, non. Mon David. Mon Rien à David. David. Ouais. Parfait. Ben écoute, merci d'avoir été là, Barbu, pour cette dernière demi-heure. Ben, ça fait plaisir. Puis regarde, je me suis même pas en allé. Ouais, t'es là jusqu'au bout. Ça te fait bien l'eau pétillante de but. Ben oui, hein? Au lieu de boire comme un bum, non, j'ai tellement bu hier. Là. Oh. Félicitations à pour ta donne. Je suis bien content pour toi. Ah, merci, man. Ça fait du bien. C'est le fun. Cool. Ça fait du bien dans tous les sens. Mais c'est le fun. Hey, sur ce, bonne soirée, messieurs. Hey, bonne soirée. Ouais. Attention à vous autres, les gars. Ciao, ciao. Ciao.